Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Par les cornes, le podcast dédié aux Chicago Bulls. Ici Gugur, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode et on va repartir évidemment avec le grand, le fabuleux Chicago Six. Comment tu vas? Ça va très très bien, salut à tous. Fabuleux, exagère pas non plus. Je le prends, mais exagère pas non plus. Ouais, tu sais, moi à chaque fois je cherche les meilleurs compliments possibles, hein, qui ne sont pas à la hauteur de l'homme Quitte à que ce qu'il ne tu es soit pas vrai, évidemment. mais je prends quand même, c'est très gentil. Aucune hypocrisie ici, monsieur. Aucune. On se retrouve aujourd'hui après la dernière émission qu'on avait fait juste après la trade deadline. Donc là, il y a eu quelques matchs qui se sont passés, une fin de saison à laquelle on s'entendait pas particulièrement, mais qui est hyper intéressante. Et je te propose qu'on revienne dessus. On va du coup commencer par faire un petit bilan de ce qui s'est passé en séparant un peu notre calendrier en deux événements, mais je te laisse partir là-dessus. Ouais, parce après les trades, on a eu cette série à l'extérieur, notamment le calendrier, mais surtout en fait, voilà, on a décidé de séparer ça en deux parce qu'il y a un événement majeur, un tournant, si on peut dire, c'est le fait qu'on ait pu s'entraîner, tout simplement. Donc, tu as le bilan avant entraînement collectif, donc depuis les trades et avant les entraînements collectifs, puis ensuite avec les entraînements collectifs. Parce que il faut remettre toutes les choses dans leur contexte. C'est comme ça que c'est le plus facile d'expliquer les choses. Donc on a eu cette trade deadline après cette défaite à domicile contre Cleveland, euh, où on enchaîne. Donc la trade deadline était le jeudi. Les joueurs qu'on a fait venir arrivent à Chicago le jeudi soir, récupèrent les équipements, machin. Départ le vendredi pour aller au Texas. On a joué à San Antonio, voyage. On a joué à Golden State, voyage. On a joué à Phoenix, voyage. On a joué à Utah, voyage. On est retourné à Chicago pour faire un match. On est reparti 5 matchs à l'extérieur. Voyage, match, voyage, match, voyage, match, voyage, match. Là-dedans, t'as pas pu caser un entraînement en 10 matchs. Parce que, en plus, quand tu te déplaces avec les conditions sanitaires qui sont encore en place, tu peux pas forcément faire des entraînements à l'extérieur. Tu sais, des fois, tu peux Non, t'es à aller l'hôtel. tu sais, des fois, t'as un campus universitaire qui te prête sa salle un matin pour faire un entraînement ou quoi. Si t'as 2 jours entre deux matchs, mais là, même pas, parce que t'avais match, déplacement, match, déplacement, match, déplacement. T'as jamais eu Ouais, 2 jours de suite sans match, donc tu pouvais pas le faire. les joueurs disent que globalement ils sont à l'hôtel et que s'ils peuvent un petit peu genre faire des shoots tout seuls ou un peu de muscu tout seul, voilà. Mais C'est très globalement, il y rare. a un C'est très entraînement. rare. Ouais, c'est très très rare. Et en tout cas, pas d'entraînement collectif et pas de grosses sessions en tout cas. Voilà, donc ces matchs-là, tu fais un bilan de 3 victoires, 7 défaites avec 9 matchs sur 10 à l'extérieur et en jouant des gros. Donc bon, bah, y a quand même des explications au fait que ça n'ait pas trop décollé au départ. Avec 5 joueurs à adapter dans les systèmes de jeu sur 17 d'un effectif, ça fait beaucoup. Euh, Derrière ça, le deuxième entraînement collectif seulement que tu pouvais mettre en place, c'était au lendemain de la défaite à domicile contre Orlando, sauf que il y a ce test un petit peu bizarre avec Zach LaVine qui fait que l'entraînement est annulé par mesure de sécurité, par précaution. Donc là, tu t'entraînes toujours pas. Euh, Après, tu reçois Memphis, t'encaisses 126 points à la maison. Le lendemain seulement, tu peux faire ton deuxième entraînement collectif avec tout le monde. Et derrière, c'est là que ça a commencé à vraiment s'enchaîner avec faire un peu plus d'entraînement parce que là, tu t'enchaînais les matchs à domicile, donc tu as pu t'entraîner. Et tout de suite, on a vu une grosse amélioration dans notre manière de jouer, notamment défensive. Bon, c'est surtout toi qui va développer sur ça. Mais en termes de bilan, on est à 4-3 depuis l'absence de Lavine, mais surtout depuis les entraînements. Et en termes de jeu, bah, c'est quand même beaucoup plus appréciable, quoi. Et beaucoup plus, Ouais, comment c'est dire, comme régulier, même académique. s'il y a des fois, Ouais. c'est pas fameux. Ouais, non, c'est quand même fou que en termes qu'un entraînement change autant de choses, mais en même temps c'est normal, faut rappeler qu'on est l'équipe Bah j'ai oui, regardé, hein, qui s'était le moins entraîné depuis la trade deadline en entraînement collectif et d'assez largement d'ailleurs. Il y a en ce moment les Warriors, hein, qui sont touchés par qui font plus du tout d'entraînement collectif, mais sinon on était l'équipe qui s'était le moins entraînée et comme tu le dis, on change beaucoup de joueurs. bah, c'était On a surtout des parce qu'on s'est profils, beaucoup déplacé. On a fait 9 on s'est déplacements beaucoup dans les 10 déplacé. matchs après les trades, quoi. Si t'avais enchaîné avec 3 matchs à domicile après les trades, ça aurait été probablement beaucoup plus simple, quoi. Mais bon, après ça, c'est le calendrier, Ouais. c'est comme ça.
C'est clair, c'est ça. C'est que bon bah voilà, pas de chance et du coup on doit faire avec. Donc effectivement, t'as un staff qui a des nouveaux joueurs, t'essaies de leur dire bah on essaie de faire ça, en défense on fait ça, mais c'est pas évident. Donc entraînement collectif et comme tu le dis, grosse amélioration sur les fonds de jeu. Défensivement, bah oui, oui maintenant on défend. Deux raisons à ça. Zach LaVine est absent, on va en reparler. Et du coup, dans le 5 majeur à côté de Kobe White ou Thomas Satoransky, t'as un mec qui peut défendre. Et quand t'as un gars qui peut défendre sur ton bac court, ça change de la vie, surtout dans une ligue où ça joue que du pick and roll. On a une défense placée avec des aides à l'opposé qu'on voyait pas du tout. Donc maintenant, quand une équipe elle va attaquer avec un pick and roll à 45 degrés, bah t'as ton pivot sous le panier et le joueur à l'opposé qui est là pour fermer. Donc on casse des bouches, ça communique bien mieux. Et puis offensivement parlant, oui, on a eu des gros changements. On avait Tadej Young qui était dans le sac majeur parce qu'il était exceptionnel, sauf que avec Vucevic, ça se marchait sur les pieds. Ça n'était pas très complémentaire finalement parce qu'ils savaient pas trop qui devait se placer à l'intérieur au poste bas, qui devait être à 3 points et tout ça, ça a galéré. L'entraînement collectif a permis de remettre Daniel Theis dans le sac majeur plus complémentaire et sur le banc on sort Tadej Young qui joue avec Lauri Markkanen parce que les deux sont aussi complémentaires. Donc voilà, ça s'est mis en place et oui on gagne des matchs. Je trouve que, enfin, je suis serein maintenant quand les Bulls se jouent. On va revenir dessus. En fait, finalement, notre seule manière de gagner pour nous, c'est de rentrer nos tirs à 3 points ouverts parce qu'on est dépendant de l'adresse à mort et qu'on n'a pas de menace vraiment de drive. Et du coup, qui dit tir ouvert rentré dit défense placée et qui dit tir ouvert raté dit défense en transition, on se fait péter et c'est ce qu'on a vu sur ce calendrier-là sur les 7 derniers matchs. Ouais, mais c'est ça, hein. Bah, encore plus en l'absence de Zach LaVine, une menace extérieure, tu vois, LaVine, il prend quand même pas, j'ai pas les stats devant les yeux, mais genre 8, 9, 10 tirs à 3 points par match, donc ouais, quand t'as Ouais, un et puis volume il peut pareil, puis partir de avec un beau 3 points en volume, drive. donc avec un beau pourcentage, donc voilà, quand t'as pas ça, c'est sûr que l'effort a dû être collectif pour combler le manque de points que Zach LaVine, enfin pas juste le nombre de points bruts, mais le- 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 la manière de jouer que LaVine apporte, quoi. Bah, c'est vrai que Zach LaVine, c'est le seul mec qui peut, dans l'équipe, qui peut être une menace en drive, près du panier et en 3 points. Donc ça fait de l'alternance dans le jeu. Quand Zach LaVine il a la balle, il peut marquer de n'importe où. Et qui peut créer Actuellement, son quand shoot nos... aussi. il peut créer son shoot exactement, il peut jouer un pick and roll et le faire de tenir la balle de A à Z. Là maintenant, sur notre back courte et même dans nos forwards, parce qu'après on va parler des autres gars comme Patrick Williams et tout ça, mais en gros ils peuvent pas, c'est des shooters à 3 points. Kobe White a bien mieux joué, mais c'est reste des shooters à 3 points majoritairement, et donc du coup les équipes elles savent très bien que ben, eux faut les tenir en ligne extérieure, et ensuite faut vite revenir sur eux quand la balle est à l'intérieur. Donc on a une seule manière de gagner, on le fait bien, mais c'est à l'adresse extérieure. C'est ce que Miami a très bien fait sur les deux matchs, et notamment le premier, c'est leur close-out défensif. C'est-à-dire qu'ils sont capables de mettre des prises à deux sur le porteur de balle et capables de très très vite revenir couvrir l'intérieur qu'ils ont laissé libre, genre 2 secondes, mais ils arrivent à très bien recouvrir derrière ça. Donc Ça et inversement. ça nous a beaucoup perturbé dans notre relation passe pour l'intérieur dans la raquette, notamment au premier match, hein. Ouais, premier match, il nous coupe toutes les lignes de passe, les entry pass, hein, les fameux Ah, entry pass. on a aucun accès à l'intérieur en première mi-temps dans le premier match. C'est ça. Et en deuxième mi-temps, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? Comme ils zonent beaucoup, on refile la balle au mec qui est libre au milieu de la zone, ce que tu vois Ouais. beaucoup en NCAA, qui lui ensuite a un axe de passe beaucoup plus ouvert. Daniel Theis les a défoncés là-dessus, il a été excellent. Et soit j'ai un Tadeusz tir à Young au match 2 mi-distance aussi, il a ouvert, été très très bon sur ça. t'as des shoots parfaits pour jouer de la zone aussi. Il est très bon en tour de contrôle depuis la ligne des lancers francs. Donc Ouais. soit je vais avoir un tir ouvert à mi-distance, soit je vais avoir un drive j'ai un accès jusqu'au panier depuis la ligne des lancers francs, soit j'ai un axe de passe avantageux pour retrouver Nikola Vucevic ou un autre intérieur ou un mec qui coupe sous le panier. Et donc là-dessus, on a été très très efficace. Effectivement, on n'a pas un meneur de jeu classique en Kobe White qui peut faire les meilleures passes. Garrett Temple, qui est un bon joueur, mais n'est pas un grand maestro de la passe. Thomas Satoransky, qui est peut-être notre meilleur passeur, hormis mon fanatisme pour Denzel Valentine à la passe, mais
qui n'est pas partagé de temps en temps, mais Thomas Satoranski, non mais c'est un bon passeur Denzel Valentine. Et Thomas Satoranski est peut-être notre meilleur passeur, sinon il le fait bien. Mais voilà, on a eu ces difficultés à faire de la relation. Depuis les entraînements, c'est quand même beaucoup mieux, et notamment sur le deuxième match contre le Heat où on s'adapte dans la lignée de ce qu'on avait fait en deuxième mi-temps, et on les défonce pas parce qu'on a gagné le match de façon assez close, mais on domine comme ça. Ah oui, Trouver bah, quand tu vois, on a l'intérieur largement est dominé doublé, les marque des points. rebonds. Ouais, ouais. Puis, Ouais, c'est pas ouais. une surprise quand tu regardes à la fin du match, on a 6 joueurs à 10 points ou plus, bah, t'as nos 4 intérieurs. Ouais, parce qu'on est je pense qu'on devient l'équipe, alors j'ai pas les stats, faudra regarder parce que les Sixers le font beaucoup, mais qui utilise le plus le poste bas. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, le poste bas c'est statique. Non, quand tu joues bien le poste bas, c'est pas statique parce que à côté du mec qui a la balle au poste, t'as un cut et t'as un mec quand t'es dominant qui doit te doubler, donc t'as un tir à 3 points. Donc de Et c'est là, toujours pareil, c'est oui, une il question de faut, personnel. Quand t'as des joueurs comme Tadeusz Young ou Vucevic, oui, il faut s'en servir de cette manière de jouer comme ça. c'est exact, surtout qu'ils dominent et qu'ils gagnent leur duel en un contre un. Et c'est des super Euh, passeurs. on- et c'est des super passeurs depuis le poste ou depuis n'importe quelle situation. Ouais. Donc oui, on joue comme ça génère beaucoup de tirs ouverts. Miami a fait le choix de, bah, effectivement, de venir doubler et de laisser nos tireurs mettre leurs tirs. Premier match, ça le fait pas. Deuxième match, ça le fait pas trop non plus en première mi-temps, mais eux aussi bananent beaucoup. Et en deuxième mi-temps, on rentre nos tirs et on gagne ce match. Donc voilà, Chicago va jouer comme ça. Je trouve qu'on n'a rien à envier aux autres équipes de la ligue en termes de niveau de jeu par rapport à sur ce qu'on montre actuellement. Le problème, ça va être la régularité dans l'adresse, parce que je trouve qu'on a de la régularité en défense. La seule chose, c'est que quand on met pas nos tirs, on se prend une transition, et qui dit transition dit pas de défense placée par définition, et donc moins d'efficacité. Quand les boules doivent défendre sur transition, on n'est pas bon. Et ça, c'est aussi une question d'effort individuel et de qualité individuelle, où on a un personnel qui fait pas assez le taf. Oui, oui, et puis enfin, il y a une question d'investissement, il y a une question de juste regarder ce qui se passe. Moi, là, le tout dernier match, là, à Miami, lundi, en fin de premier quart-temps, quand je vois Jimmy Butler qui prend un rebond, qui traverse tout le parquet, et t'as Markkanen qui lui tourne le dos en disant à quelqu'un, est-ce que tu peux aller sur lui? Prends-le, Et prends-le. l'autre, il lui met 2 layups sur la tête, alors que Markkanen, il regarde dans le public s'il y a pas, tu sais, s'il y a pas de la famille ou quoi, j'en sais rien. Il n'y a pas une Mais aide. non, mais c'est sans déconner. Mais j'étais fou. J'étais absolument fou. Absolument. Tu vois, c'est des trucs Ouais, comme on ça. a, C'est on en a malade. eu plusieurs. Stacey King, il dit, d'abord, tu stoppes la balle, quoi. Tu vois, tu dois stopper le ballon. Et après, tu Mm. regardes. Alors oui, c'est une équipe Miami qui prend beaucoup de tirs en transition. Il joue très vite la transition. Ça nous fait très mal, hein. Goran Mm, Dragic mm, nous avait défoncé au premier match il y a quelques temps, en mars dernier. mm. Ouais. Là-dessus, en courant très vite, Cleveland l'a très bien fait avec son duo Sexland, hein, Ouais. Colin Sexton et Darius Garland. Et donc oui, c'est ce qu'il faut faire contre Chicago. Et je pense que on le verra surtout peut-être pas contre les Knicks parce que c'est pas trop leur style de jeu, mais contre les Bucks qui sont une excellente défense, enfin une excellente attaque de transition. Bon bah oui, Yanis il va faire un tout droit et il va nous marquer dessus. Donc on est obligé de mettre nos tirs parce qu'on pourra pas revenir derrière. Ah ouais, non, c'est clair. Il va y avoir des match-up là prochainement. Je sais pas si tu veux qu'on passe tout de suite au calendrier qui nous Ouais, reste d'ici la fin, mais c'est on vrai que peut, ça va pas être on va triste. peut-être juste un petit point sur quelques joueurs dont le rôle a beaucoup évolué. Ouais. On a parlé de Kobe White qui joue bien mieux. Oh oui. Pour moi, je vais te laisser continuer, mais pour moi, raison principale, c'est qu'il a retrouvé de la confiance dans son jeu, dans son coach, dans son rôle qu'il doit faire. Il a trouvé de l'amour, hein, parce que c'est un joueur qui fonctionne à l'amour. Et puis, on l'a surtout caché, Kobe White, en défense. Ah ouais, mais de toute façon, White, enfin ça se voit que c'est un joueur qui joue beaucoup à l'affect, à la confiance, et en plus quand t'es un shooter, ben voilà, quand t'es un streaky shooter, c'est quand même assez important. Donc ouais, là en ce moment, il est dans une très très bonne passe à ce niveau-là. Il rentre beaucoup de shoots importants aussi. Il a mis ses lancers francs en fin de match. Bon, il en a loupé un là à Miami, mais c'est quel autre match là qu'on gagne ric-rac et il en met 4 à la fin des lancers francs. Bah, c'était à Boston. Euh, C'était à Boston. ouais, Boston, il est bon. C'était à Boston, il met 4 lancers francs dans la dernière minute sur 4. Il a mis beaucoup de bons paniers.
Euh, Il drive bien, hein. et il joue sur ce qu'il sait faire, tout simplement. Tu vois, il cherche pas à faire le truc trop compliqué. Il perd beaucoup moins de ballons. Alors, l'autre fois, il a dit ça. Il expliquait que c'était avec Maurice Stix, et ce qui est très bien. Et c'est ce qu'on a dit dès le début de saison. Quand t'as un joueur, enfin, quand t'as un gars comme Maurice Stix dans le staff, tous les meneurs de jeu, tu dois aller le voir et tu dois être constamment à côté de lui, lui demander des conseils. Le mec est un des meilleurs meneurs de l'histoire de la NBA. Enfin, voilà, tu dois en profiter. Et Kobe White disait qu'il parlait tout le temps et que voilà, Maurice Stix portait une attention particulière sur les pertes de balles de Kobe, qui en perd beaucoup moins Mm. dernièrement. Bah alors, évidemment, il a dit ça en interview. Le match d'après, il a perdu 3 ballons dans les 4 premières minutes du match à Miami. Mais Ouais, je veux dire, au global, il est quand même beaucoup plus sûr dans ce qu'il fait et, euh, et voilà, ça se ressent, quoi. Il a été un des joueurs très importants pour combler l'absence de Zach LaVine offensivement, quoi. C'est clair. c'est clair. Et parce qu'à la passe aussi, pour rebondir dessus, c'est que Ouais, la passe aussi, il ouais. a, il, il a pas à faire toute la passe. Tu vois ce que je veux dire, c'est que genre là, finalement, il fait la première passe au centre, comme on disait, et ensuite il y a un deuxième passeur qui va la transmettre au poste bas, quoi. Mm, Parce que sur le premier match, il foire toutes ses entry passes, justement. Les angles ils sont pas bons. La défense de Miami avec les bras très très longs ouais. conteste bien l'entrée. Et Et les là-dessus, blitz, lui, il ils est ont en fait des striole. blitz. Ils ont fait des Ouais, blitz ils ont en fait début de match. des Et Kobe, blitz il est aussi. toujours en difficulté sur ça. Il a été un peu moins sur je crois que c'est le deuxième match où il a réussi à splitter les défenses et se créer des accès au cercle. Mais Hmm. globalement, il a des difficultés quand tu le blitz. C'est clair. Donc voilà, il est toujours en apprentissage et c'est vrai que là en ce moment la situation est cool pour lui et il répond présent. On peut parler pour un autre joueur de d'évolution. Alors pour le coup peut-être de non-évolution, on l'a pas pris dans les questions et réponses après parce que je trouvais que c'était le bon moment de d'en parler là. Patrick Williams, il y a des gens qui s'attendaient à ce que Patrick Williams d'un coup il double ses points parce qu'il y avait les points de Zach LaVine entre guillemets à répartir. Toi, tu t'attendais à ça ou pas, Patrick? De quoi qu'il ait un apport offensif plus. Ouais, ouais, ouais. Euh, en fait, c'est pas tellement en nombre de points, en nombre de shoots tentés ou quoi. Moi, ce que j'attendais surtout, c'était de le voir plus agressif quand il avait la balle en main, tu vois, être moins hésitant, être plus Mhm, en confiance, un peu comme mhm. Kobe White, tout simplement, en fait. Et ça n'a pas toujours été le cas. Des fois, tu as l'impression il a la balle en main, il attend vite que quelqu'un fasse un appel pour lui rendre la balle. Parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi, tu vois, c'est genre, fichez-moi la paix, je veux pas la balle, quoi. Donc, il y a eu d'autres fois où il a été très agressif. Et en fait, c'est comme plein de joueurs, en fait, quand ils sont plus agressifs, tu vois tout de suite la différence, quoi. Avec un apport beaucoup plus concret. Et bah après, voilà, c'est toujours pareil. Euh, Patrick Williams, tu sais que ça va pas être une option prioritaire en attaque, mais tu as juste envie que quand il a la balle en main, qu'il essaie d'en faire quelque chose, quoi. Ah, en fait, moi j'ai vraiment cette impression. Enfin, bon, après, c'est quand il est drafté, ils disent qu'ils veulent développer son. Parce que c'est un meneur de jeu au lycée, qu'ils veulent développer son handle et tout ça. Et j'ai aucun doute sur le fait que ce soit le travail principal pour lui cet été, c'est Ah développer oui, c'est le sûr. handle. Parce qu'actuellement, quand il part en drive, il perd la balle pas tout le temps, mais quasiment tout le temps. Il supporte mal le contact qu'on va lui mettre sur les bras, sur les épaules et tout, donc il perd Mm. quasiment tout le temps le ballon. Enfin Patrick Williams, c'est un mec quand il y a une défense qui va switcher, bah il peut pas faire grand chose. Enfin, s'il peut se présenter dans le cut, mais je veux dire, c'est pas lui qui va créer le décalage. Donc j'attendais pas à ce qu'il ait plus de paniers et comme il a pas de tir ouvert parce que ça twitch, il marquait pas. Par contre, j'ai bien aimé première action du match contre le Heat. Ouais. C'est quoi? C'est un écran pour Patrick Williams. Patrick Williams se retrouve défendu par Duncan Robinson ou Goran Dragic, trop petit, trop maigre. Boum, il le prend sous le cercle, and one. Voilà, ça on va attendre ça de Patrick Williams sur les premières années et dans d'ici 3 4 ans, vous inquiétez pas, le projet c'est de lui faire tenir le ballon et là on aura peut-être un mec qui peut prendre plus quand il y a des ballons à récupérer. Oui, avec un vrai été à bosser, avec une vraie pré-saison, etc. Enfin, voilà, avec des circonstances normales dans d'autres années. Oui, en fait, je pense que personne remet son talent en cause à Patrick Williams, mais c'est juste que je pense que maintenant, au bout de 60 matchs,
forme d'impatience qui se met en place en disant bon, ce serait bien, tu vois, qu'on le voie un peu plus, etc. Euh, il y a forcément des attentes. Après, bah voilà, faut toujours, comme j'ai dit au tout début du podcast, faut toujours remettre les choses dans leur contexte et rappeler, bah voilà, son âge, le manque de préparation, tout ça. Mais en fait, voilà, oui, pour moi, je pense que c'est juste que il y a des gens qui commencent un petit peu à s'impatienter, qui aimeraient en voir plus tout de suite, quoi. C'est surtout ça, je pense. Ouais, je comprends, je comprends. Oui, ça peut se Et c'est vrai comprendre que, aussi, hein. Des fois, t'aimerais le voir voilà, un peu plus, tu vois. Allez, bouge-toi, quoi. Mais, c'est ça, prend des ballons, prend des cuts, hmm, essaye de, voilà, bon, il prend ce qui est disponible. On rappelle hein, que quand t'es rookie, il y a, enfin, tenir la balle en NBA, il y a que l'élite hein, qui le fait. c'est clair. La plupart même des mecs qui dominent en NCAA, quand ils arrivent en NBA, ils ont pas la balle en main. Là, j'ai envie de penser juste Jason Tatum, sa première saison. Bon, pas le même rôle, hein, pas le même impact, mais sa première saison, il a pas tant de ballons que ça en main. Il joue pas tant de pick and roll que ça. On parle pas d'un même joueur, mais pour un ailier, tenir le ballon, c'est pas quelque chose d'ordinaire sur sa première saison, surtout vu le contexte sanitaire comme tu le rappelles. Dernier joueur dont j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur le rôle qui a changé, c'est comment Vucevic ça s'est adapté au fur et à mesure, surtout après cet entraînement collectif. Tu penses quoi, toi? Smoothevich, moi je l'appelle comme ça maintenant, parce que Ouais, il c'est clair. régale, il régale. Franchement, quand t'as un intérieur avec un QI basket pareil, c'est quand même fou, parce que les passes qu'il est capable de trouver, et c'est ça qui est bien, c'est une double menace qu'il apporte, parce que tu le mets au poste, il va regarder s'il y a un joueur qui fait un cut ou s'il peut trouver une bonne passe, avec une prise à deux qui vient sur lui, ça libère un type. Et si ça arrive pas, bah, il défonce le mec à l'intérieur. Il est capable de faire les deux. Tu vois, il n'y a pas d'option préférentielle, c'est une très bien et une très bien. Tu vois, t'as pas plan A, plan B, c'est dans les deux cas ça passe. Après, voilà, il est capable aussi de shooter de loin. Enfin, il te simplifie une attaque de manière vraiment agréable. Donc, il y a vraiment vraiment rien à regretter. Et puis voilà, comme tu dis, Bah, c'est vrai que là, avec les entraînements, l'adaptation au fil des matchs, etc., des automatismes qui se créent, les screens dont il bénéficie et les screens que lui met aux autres, c'est clair que voilà, ça devient vraiment vraiment intéressant. Offensivement, en tout cas, c'est vraiment top. ouais, je suis totalement d'accord. C'est vrai que voilà, au début, il y a eu un peu embouteillage avec Tad Young poste bas. Lui était beaucoup trop en périphérie et du coup, c'était pas là où tu as envie d'avoir le plus de Vucevic à 3 points, même s'il peut les mettre. Donc, En ils ont fait, c'est taffé des joueurs là-dessus à assez deux. similaires tous les deux, et donc du coup, Ouais, c'est compliqué de les avoir tous les deux en même temps. Tu peux pas jouer deux post-up, hein, évidemment. Donc voilà, c'est mieux qu'il y en ait un et l'autre après qui arrive en sortie de banc, quoi. et c'est ce que fait très bien Billy Donovan. Alors, on lui a toujours reconnu des rotations binaires. Il y en a qui aiment pas du tout, il y en a qui ça dérange pas. Là, pour le coup, ça marche. La paire, comme on dit, Tice, parce que Tice est incroyable. On pourrait faire un podcast sur Daniel Tice tellement Ah il est, ouais, il je est pense qu'on peut, fabuleux. on peut parler 45 minutes de Daniel Tass et de notre amour pour ce joueur, quoi. Ouais, il est Oh là formidable. là, Hein, oh là là. bravo. Alors, comme disait Stacey King, moi j'aime beaucoup les joueurs, tu sais, tu me connais, j'aime bien ce qui se passe loin du ballon. Mhm. J'aime beaucoup les joueurs qui font le travail de l'ombre. Je le savais fort, je le savais peut-être pas aussi fort offensivement. Là, il montre vraiment des trucs très très cool et ce décalage au poste 4 finalement, parce qu'il jouait beaucoup pivot à Boston, Ouais, il est très bon et défensivement, il défonce tout quoi. c'est ça. Mais je pense que 4, ça lui va bien aussi par rapport à son relatif déficit de taille, quoi. Parce qu'il a 2-3, 2-4, quoi. Donc, tu vois, moi, quand il était arrivé, je pensais qu'il était plus grand. Comme il jouait pivot et qu'en plus, tu vois, il était ouais, souvent près du cercle et tellement bon en rim protection et tout. En fait, il paraissait plus grand que ce qu'il était vraiment, quoi. Mais bon, là même, tu Ouais, vois, il peut jouer 4-5, il peut s'écarter, il fait des super screens. Franchement, je crois que c'est un des joueurs qui fait les meilleurs screens c'est qu'on a ouf. eu depuis Mm. bien longtemps. Donc ouais, ouais, franchement, ouais, il est magnifique. Il est magnifique. Il fait voilà, Ouais, comme tu dis, ce et travail de l'ombre, ce travail loin du ballon, et on a besoin de ça. Il en faudrait deux ou trois comme ça dans l'équipe. c'est clair. Mais du coup, c'est pour ça qu'il se complète bien avec Vucevic, parce que Vucevic peut shooter. Ouais, Donc pour ça qu'il est bien en 4, c'est toujours quand on parle de complémentarité, oui, peut-être que Tadej Young est un meilleur joueur que Daniel Tice, plus mais Daniel complet Tice se peut-être complète mieux offensivement, avec, mais après. ouais, oui, mais voilà, tu vois, dans le skill set, etc., mais il se complète mieux avec Vucevic, et Oui, c'est pour ça qu'à l'arrière, on va en revenir après, peut-être que Garrett Temple est un moins bon joueur
que Kobe White ou Thomas Satoransky, mais peut-être qu'il fit mieux avec l'un des deux quand ils sont sur le terrain ou avec Zach LaVine pour la suite. Donc voilà, c'est toujours bien de rappeler C'est pour ça les, aussi que j'attends le retour de Troy Brown avec impatience, parce que lui aussi, voilà, oh tu là 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 m'étonnes. là, surtout voilà, dans Alors, ce, exactement pour ça, parce que voilà, peut-être pas un meilleur joueur au global qu'un Satoransky, qu'un Kobe White ou quoi, mais par contre, il va fitter propre quoi, il va être tellement, il va rentrer dans pile ce qu'on a besoin quoi. alors Trevor, là, je suis en train de regarder, donc effectivement, il a eu c'est la cheville hein, Je suis gauche, ouais. qui est c'est ça. Donc il est encore out pour le match de ce soir et il y avait enfin il se posait la question quoi, donc c'était pas encore sûr donc ça devrait être bientôt. Peut-être qu'il reviendra en même temps que Zach. Ouais, après là, donc il y a New York ce soir et après il y a back-to-back Ouais, Milwaukee, déplacement à Atlanta. Donc c'est toujours pareil quand tu reviens en peut-être contre plus Atlanta. Ouais. quand tu reviens en plus d'une blessure à la cheville, jouer 2 matchs de suite, je sais pas si c'est toujours la Non, meilleure des idées. Donc non, à non. voir comment il se sent, mais ça paraît un peu Ouais, difficile. on verra parce que on l'attend pour son hustle parce qu'il fait kiffer puis parce que Ah ça peut oui. nous éviter d'avoir Laurie Markkanen au poste 3 on aimerait bien aussi. Putain. Ça, c'était la parenthèse. Je te propose, on enchaîne sur le calendrier, justement. Il nous reste pas beaucoup de matchs à jouer. 11. On est 11e actuellement. Je te laisse présenter un petit peu la situation et le calendrier qui arrive. Bah écoute, donc pour le classement, ouais, on est toujours impliqué dans cette fameuse lutte pour le play-in. Hein, Hmm. heureusement, heureusement ou pas, on a encore ça comme objectif, quoi. Tu vois, ils nous ont mis ça cette année et apparemment ce sera bientôt, enfin ce sera tous les ans maintenant le play-in apparemment, d'après ce que j'ai pu Ouais, en comprendre tout cas, dernièrement. ils Ça en en sont parle, quoi. satisfaits. Ça en parle, quoi. La Donc Ligue, les joueurs aiment pas, mais Adam Silver, lui, il aime bien. voilà. Donc en gros, peu importe ce qu'en pensent les joueurs, ou même ce que nous on en pense, hein, de toute façon. Enfin bref. Donc voilà, on est toujours impliqué dans cette course-là avec Washington et Toronto pour essayer de finir 10e. Il nous reste 11 matchs. Et là, on va faire déplacement, domicile, déplacement, domicile, déplacement, domicile. Donc là, on est à New York ce soir. Prenable. Franchement, je pense que même si, tu vois, évidemment, New York est sur une super série. Là, ils ont perdu contre Phoenix, mais ils avaient gagné 9 matchs d'avant. Donc Non, mais c'est évidemment, une grosse équipe. Hein. grosse dynamique. Avec Je fais évidemment, une bah... parenthèse. Ouais, vas-y. Je trouve, je fais une parenthèse là-dessus, c'est que les Hmm. gens se rendent pas compte à quel point Julius Randle est fort jusqu'au moment où Oh, Julius il est Randle te monstrueux. casse ta gueule, en fait. Il est monstrueux. Mais moi, et en plus, moi perso, ça me fait plaisir parce que je l'ai toujours dit, quand il était aux Lakers, il y en a plein qui le défonçaient. Mais je disais, mais attendez, Randle, c'est quand même pas n'importe quoi. J'aimais beaucoup son jeu déjà, et là, c'est encore, c'est à 10 fois au-dessus, et non, non, saison extraordinaire de sa part, et des Knicks au global, donc ils sont Hmm. très bien où ils sont, c'est Cool pour mérité, eux. quoi. Je les voyais pas Hmm. si haut en début de saison. D'ailleurs, j'ai perdu un pari à cause de Bah, ça, mais eux non plus, je voyais non, pas non, aussi haut. très très fort. Donc, mais quand Mais même oui, sur un match ce match soir accessible. Ouais. prenable, je pense. On les a battus une fois, ils nous ont battus une fois, on a Vucevic, on a un entraînement collectif, on vient de prendre le hit. Les deux matchs étaient disputés contre le hit, on n'est pas ridicule. Oui, match prenable, je suis d'accord. Ouais. Après back to back où on reçoit Milwaukee, on va à Atlanta. Donc On ça perd paraît contre Milwaukee. ouais, chaud quoi. Chaud quoi. Après Atlanta, il me semble que tu me disais Triangle va louper ce match. Il est encore blessé. Ouais, normalement oui. Alors après Atlanta, à chaque fois, moi j'ai l'impression qu'on peut avoir des match-ups positifs dessus et à chaque fois ils nous pètent. Donc Voilà, moi après Atlanta, on est la seule équipe de la NBA. Ils voient Trae Young en face. Tu vois, on a Thomas Satoransky, ce génie, et Kobe White. Ils se disent, on va pas attaquer Trae Young. Ah, nous on va préférer attaquer le meilleur défenseur adverse. Donc bon après. Mais et c'est total contraste avec les saisons d'avant parce que Chris Dunn était un des joueurs qui cassait les plus les couilles à Trae Young les C'est pour ça saisons qu'ils l'ont de. recruté d'ailleurs. Hein. Oui, c'est sûrement pour ça. Il a dit, écoute, fais-nous plus chier. D'ailleurs, je crois Même s'il joue pas, tant pis. Hein. il a ou va jouer son premier match là parce qu'il était blessé. Pareil, gros souci à la cheville. Donc bref, Hmm. on verra bien. Il pourrait jouer contre nous un de ses tout premiers matchs avec Atlanta. Donc bref, ce back-to-back vendredi, samedi. Après, on revient à la maison. On joue Philadelphie. Pas simple. Ouais. Et Mhm. après, pour la première fois depuis la trade deadline, on a 2 jours de suite sans match. Première fois. Donc tu vois, pour Ah dire le ouais. calendrier qu'on a eu jusqu'ici. Hein. Donc on joue pas les 4 et 5 mai. On se déplace à Charlotte le 6. On reçoit Boston le 7.
On repart à Détroit le 9. Après, il y a Brooklyn, Toronto à la maison, à Brooklyn et Milwaukee à domicile pour finir. Donc, voilà, sur le Et papier, il faut, ces matchs-là, t'as deux fois Brooklyn, deux fois Milwaukee, mais voilà, c'est les deux derniers matchs de la saison, Brooklyn-Milwaukee, donc probablement qu'ils feront un petit peu tourner. Il y aura peut-être pas mal ouais, d'absents. À voir eux où ils en c'est seront et ça. à voir où on en sera, parce que si ça se trouve, nous aussi, on sera largués pour le play-in et on fera peut-être un peu à l'impasse aussi. Donc, Ouais, on fera c'est peut-être pas. tourner les serviettes aussi, ouais. Ouais, voilà, on Donc verra voilà, bien. mais je pense que ce qui est intéressant à dire, c'est que effectivement, on a le calendrier peut-être le plus compliqué parmi toutes les autres équipes dans la C'est ce qu'ils discussion. avaient On joue dit, que ouais, contre, un des derniers matchs des ouais, Bulls, ils avaient montré en disant que, ouais, sur le papier, selon on joue contre, les sites qui font les stats, qui déterminent la difficulté, ils disaient que c'était un des pires. Ouais. parce qu'on joue en fait finalement que des équipes qui sont Bah, en du haut de tableau, playoff qui vont en ou playoff, ouais, à part Détroit, c'est ça. Mais ou Toronto. Ouais, notre style de jeu fait et notre solidité défensive placée, etc. Depuis l'entraînement fait que moi je suis confiant. Je dis pas qu'on va aller en play-in. En fait, en vrai, comme je te le disais, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution. Mais en fait, je pense qu'on peut battre presque toutes les équipes. Et on peut perdre contre presque toutes les ouais. équipes, mais on peut les battre. Tu vois, j'ai pas, je me dis, je me ramène à Brooklyn. Bon, bah, je me dis, oui, j'ai une chance. Je me ramène à Boston. Je me dis, oui, j'ai une chance. Ou à Charlotte, je me dis, oui, on peut les gagner, tu vois. Mais c'est Donc, ça. ça veut, Ouais, pardon, non, vas-y, je te laisse. non, Non, vas-y, y a parce pas de qu'en souci. fait, euh, tout au long de la saison, on a eu toujours cette stat qui ressortait tout le temps, c'est qu'on battait aucune équipe à au-dessus de 50% de victoire. Donc forcément, au bout d'un moment, dans les têtes, les fans et probablement un petit peu les joueurs, ça les trotte aussi. Mais le fait d'avoir gagné à Boston dernièrement, on vient de gagner à Miami. Alors bon, ils sont ric-rac 50%, mais c'est toujours ouais, c'est au-dessus de 50%, Non, hein, mais c'est les et finalistes quand même, oui. c'est comme les finalistes de l'an Et puis dernier, hein, ouais. chez eux aussi, et en jouant de manière quand même très conquérante, j'ai envie de dire, sur ces deux parquets, à Ouais. Boston et à Miami. On est allé là-bas et on a fait des gros matchs. Donc je pense que la confiance monte dans les rangs et on se dit, bah voilà, tu vois, quand on affronte des équipes qui sont au-dessus de nous au classement, qui vont aller en playoff et que nous, on va peut-être pas y aller, mais quand même, on est capable de les faire chier. Et en fait, c'est tout ce que j'attends sur les 11 matchs qui restent. Qu'on les gagne ou pas, mais qu'on leur casse les couilles, qu'on se donne à fond et que qu'on se donne les meilleures chances. Après, ça passe pas parce qu'il manque, voilà, un truc à la fin, un manque de talent ou je sais pas. Mais au moins, qu'il n'y ait pas de regret, qu'on se dise, voilà, les 11 matchs qui restent, faut les jouer tu vois, à fond, tout Là, simplement. comme des morts de faim. Ce Ouais. qu'on n'a pas su faire avant l'entraînement co, où, bon, ouais, d'accord, il n'y avait pas de fond de jeu Mm. placé, on n'avait pas expliqué à l'équipe, etc. D'accord, mais on n'avait pas d'envie, pas de motivation et tout. Là, maintenant, voilà, il y a une structure. Le coach, il a donné les fondations. Les gens posent des questions sur Billy Donovan, on en reparlera après, mais il a donné, il leur a dit, voilà, c'est comme ça que vous devez faire. Maintenant, c'est aux joueurs de s'appliquer. Une date clé, forcément, ça va être le retour de Zach LaVine, qui du coup est actuellement out pour protocole Covid. D'après Casey Johnson dans le dernier podcast qu'il faisait avec NBC Sports pour Chicago, ce serait en date possible contre les Hawks. Peut-être contre les Bucks, mais sûrement contre les Hawks qui pourraient revenir, donc en extérieur. Là, actuellement, Zach, il est à l'hôtel, fermé dans sa chambre, il pète un plomb, hein, il se fait chier vraiment. C'est un M'étonne. mec qui est mort de faim, on le sait. Il fait que du Warzone, mais il en a ras le cul. Donc voilà, on pourrait l'attendre contre les Hawks, possiblement. Oui, oui, parce que ça, bah, c'est un petit peu comme Troy Brown, mais dans des conditions différentes. C'est-à-dire que comme c'est un back-to-back, est-ce que, même s'il est dispo pour jouer Milwaukee, est-ce qu'il jouera les deux? Est-ce qu'il peut enchaîner deux matchs en 2 jours après avoir été 10 matchs sans même pouvoir Non, je pense s'entraîner? Tu pas. vois, au niveau conditions physiques, c'est toujours compliqué, même si Zach, il a une condition physique au top. Mais, voilà, quand tu reviens d'un truc comme ça, c'est pas évident. Donc, c'est vrai que même s'il revient pour Milwaukee, il fera peut-être pas le déplacement à Atlanta. Tu vois ce que je veux dire? C'est soit il en joue un, et Ouais, soit c'est le premier, bien soit le sûr. deuxième, mais je pense pas qu'il jouera les deux, quoi. Donc voilà, maintenant on a tenu sur lui. Il va revenir, donc c'est cool et ça va poser des questions justement pour la suite. Et je te propose qu'on y réponde dans le Q&A parce qu'on va passer là-dessus en fait, sauf si tu as Mhm. d'autres remarques à faire. Et on va passer du coup aux questions que les gens nous ont posées sur Twitter. Et encore merci à vous d'être Ouais, il y a eu intervenus de façon si nombreuse, beaucoup, c'est beaucoup, cool. beaucoup de questions, beaucoup d'interactions, donc ouais, très très bien. Ouais. Donc bah, on va y passer. Alors on les a quasiment toutes prises. Les seules qu'on n'a pas prises, c'est celles auxquelles on aurait peut-être pu répondre un peu plus tôt quand on nous demandait
ce qu'on pensait du bilan de la saison jusqu'à présent. Bah voilà, on a fait 15 minutes dessus avant, donc Ouais, on nous a parlé de Pat excusez-nous hein, si Williams, on donc on a un revient petit pas. peu développé tout à l'heure aussi. Donc, Voilà, ouais. c'est ça. Donc le prenez pas mal, hein, c'est juste qu'on considère qu'on y a répondu avant et qu'après on a pris tout le reste. La première, c'est donc James qui nous pose la question, est-ce qu'on échangerait Kobe et Pat contre un gros meneur comme dit Aaron Fox donc l'été prochain? J'aime beaucoup Fox, mais c'est Ouais, pas le profil que je rechercherais à la main, personnellement. Tu vois, personnellement, je préférerais un type beaucoup plus porté sur la défense et avec plus d'expérience. Euh, Après, bah voilà, Fox est un super joueur, hein, je pense que tout le monde le voit, hein, aux Kings, il fait une saison absolument folle. Euh, et c'est un joueur que j'adore, hein, j'adore le regarder jouer en plus, mais euh, s'il venait, ce serait en kiff, quoi, tu vois, en genre, ouah, putain, c'est un joueur flashy et tout. Mais après, dans hmm, le moule qu'on, dans le enfin, fit. dans le, voilà, dans ce qu'on veut mettre en place, dans ce qu'on a besoin, c'est pas le joueur, le profil de joueur qui coche toutes les cases pour, voilà, pour ça. Mais après, Ouais, je en suis termes de d'accord. qualité du joueur en lui-même, oui, Fox est fabuleux. Ouais, c'est un gros quoi. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas le profil que j'irais, surtout parce qu'on a Zach LaVine en arrière, hein, comme dit, c'est l'équilibre qui est intéressant. Si on élargit la question, peut-être, parce que je pense que tu vois, il nous dit un meneur comme Fox, Ouais. dans le sens de meneur, gros meneur. Est-ce que on pourrait échanger Kobe et Pat contre un gros meneur qui correspondrait peut-être plus à nos besoins? Est-ce que toi tu le ferais? Ou est-ce que tu penses que Karnichevas et Mark Eversley pourraient le faire? Ah, bah après, ouais. Entre Kearney Chauvas. Oh, d'ailleurs, c'était son anniversaire hier. Il a fêté ses 50 ans hier, Ouais. Kearney. On a oublié. Happy birthday to you, Yes. Karnichevas. En retard, si tu nous écoutes, pas du tout, mais enfin, voilà, Oui, il nous écoute. joyeux Il nous écoute. anniversaire. Voilà. Je pense que eux ne sont pas prêts de lâcher Pat Williams, parce qu'ils viennent de le drafter, c'est leur pick de draft. Il a 19 ans, ils veulent le développer. Je pense que si ils lâchent l'affaire sur Pat, ce sera dans un an et demi, 2 ans, si ça marche vraiment pas, mais pas maintenant. Donc Pat Williams, à mon avis, il y a très peu de scénarios, à moins d'attirer vraiment une méga star, tu vois, s'il faut l'inclure dans un trade Ouais, pour genre si attirer un Chris truc Paul de était ouf. des... Par Hmm. exemple, mais à part, voilà, c'est des scénarios qui sont très rares et peu probables. Mais sinon, Pat Williams, il va rester, quoi. Après, Ouais, moi de je mon pense cas aussi. perso, je pense aussi qu'il faudrait le garder en développement parce que on pourrait le regretter si on le laisse partir maintenant, quoi. Attendons de Ouais, voir un ouais, peu. ouais. Non. Kobe White, par contre, en ce moment, il est en train de faire remonter sa cote et si s'il reste l'an prochain et qu'il continue de progresser, très bien. Mais si on doit l'inclure dans un trade pour faire venir un top meneur, je pense qu'il n'y a pas trop à hésiter non plus. Mais enfin, tout dépend de ce que tu récupères en face, quoi. Tout dépend du joueur en face. Si c'est pour Darren Fox, non. Si c'est pour vraiment un meneur vétéran défenseur, oui. Ouais, ça, parce que moi, en fait, le problème de Kobe, bon, vous savez, je l'aime, que je l'aime beaucoup, c'est que, en fait, le fit avec Zach LaVine est pas là, sur le papier. Pour moi, c'est vraiment qu'un aspect comme ça, défensif, hein. Ouais. Je conçois pas que tu puisses pas défendre. Il y a que les élites qui peuvent le faire, style les Blazers, qui l'ont très bien fait, ou Dallas l'an dernier, et encore, ils avaient Brunson qui défendait un peu. Mais oui, Kobe, pour moi, son avenir, il n'est pas chez nous parce on pourra rien lui offrir de plus qu'un rôle de remplaçant. Si ça lui Ou un convient, tant sixième mieux, mais homme, si on peut pétard avoir, ambulant. Ouais. c'est ça, et qui devra toujours jouer pour moi à côté d'un défenseur, ou bien on ouvre les vannes et on fait que de l'attaque pull-up sur des petites séquences, mais voilà. Donc s'il y a un transfert pour lui, ce serait peut-être une bonne chose. Pour nous, il faudra voir ce qu'on récupère en face. On rappelle effectivement que la free agency elle arrive, qu'on veut chercher un meneur, qu'on n'a pas tant de cap comme je l'avais expliqué la dernière fois à cause bah voilà, des cap holds, des choses comme ça. Donc oui, ça se tient en tête. Maintenant, faut pas oublier qu'on aura aussi plus beaucoup de joueurs sous contrat et que un 5 majeur c'est bien, mais faut pas oublier du banc, quoi. Ouais. Je te passe à la deuxième question, à part donc Mhm. elle est posée par Bad Goddess qui s'appelle en ce moment Lavine est un All-Star, donc effectivement c'est vrai C'est et c'est un d'actu. très joli pseudo. Es-tu satisfait de ce que fait Donovan de ses choix? Si ça te gêne pas, je commente pour celle-là Non, vas-y, vas-y. parce que je la résume assez vite. Oui, moi je suis assez satisfait de ce que fait Billy Donovan.
Après qu'on adhère ou pas au coach avec justement des rotations binaires et tout, moi j'aime beaucoup sa communication, j'aime beaucoup le fond de jeu, c'est ma came de basketball. Je m'arrêterai en disant que je vais l'attendre au retour de Zach LaVine. Il y a une chose que j'attends de voir, on a vu que dans le backcourt on gagnait parce qu'on défendait sur le poste arrière, qu'il y avait enfin un mec qui pouvait tenir le porteur de balle adverse, comme je l'ai dit 3, 4, 5 fois pendant ce podcast. J'ai hâte de voir si quand Zach Lavine y revient, est-ce que il laisse Garrett Temple ou Troy Brown Jr. dans le 5 en tant que 1, 2, ou est-ce qu'il revient avec Thomas Satoransky ou Kobe White, et dans ce cas-là, je serais un peu déçu. Parce qu'on sera toujours ouvrir dans ce cas-là au pick and roll et qu'on n'aura pas tiré de leçon, même si c'est nos meilleurs noms, entre guillemets. Ouais, ouais, c'est ça. Mais le truc avec Donovan, c'est que j'ai l'impression que il est parfois euh, cette saison, hein, par la fanbase des Bulls, jugé de manière un peu trop importante sur le bilan victoire-défaite et le classement. C'est-à-dire que s'il y avait même pas le play-in, qu'on jouait pas le play-in et qu'on serait 11e, mais avec plus rien à jouer là depuis déjà 2, 3 semaines, hein, parce que s'il y avait pas le play-in, on serait déjà à la rue. euh, ouais, tu pourrais éventuellement, mais le truc c'est que évidemment il faut donner de l'importance au bilan victoire-défaite. Et après voilà, c'est que ça quoi. Et moi je trouve qu'en termes de jeu, quand tu te cales le soir, et enfin moi perso, je les regarde tous en live, hein, les matchs. Donc je les regarde pas le lendemain, après-midi, dans le canapé avec une bière ou je sais pas quoi. Euh, enfin, je veux dire, tu t'attends à voir de bonnes choses et la plupart du temps, il y a des bonnes choses. Alors effectivement, bon bah après, c'est pas aussi non plus de sa faute si les mecs ils commencent à pas communiquer en défense, à louper des tirs ouverts. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y peut? Au bout d'un moment, il met des systèmes en place. Après, si les mecs arrivent pas à les exécuter de manière optimale, bon, mais tu sens quand même la progression. Là, tu vois, c'est quand on parlait il y a eu 2 entraînements et tout de suite ça va beaucoup mieux, bah, c'est la patte de Donovan et son staff, hein, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Euh, il y a, évidemment, comme tous les coachs au monde, il a des défauts, mais je pense qu'il a quand même montré aussi de grosses qualités. Comme tu l'as dit, sa communication est top. J'aime beaucoup ce qu'il fait, sa manière d'expliquer, tu vois, en interview avant et après les matchs, pourquoi il a fait tel choix, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, tu vois, plutôt que Jim Boylen qui disait, ouais, j'ai décidé de faire ça et puis point barre, quoi, tu vois, c'est quand même autre chose. Euh, donc, et au quotidien avec les joueurs, il est tout le temps comme ça, quoi. Alors, en fait, il y a aussi un truc, c'est qu'il y en a plein qui aimeraient bien le voir un peu plus énervé, tu sais, un peu plus, tu vois, genre, on n'a pas un call, t'aimerais qu'il aille sur l'arbitre et qu'il lui hurle dessus, quoi. Oui, c'est vrai que des fois, j'aimerais bien aussi qu'il s'excite un peu plus, mais bon, voilà, on sait que c'est pas son style, donc voilà, on fait avec, mais en termes de jeu proposé, je veux dire, c'est quand même, on a vu une progression au fil de la saison et encore plus après les trades, après les entraînements, qui montre qu'on est quand même sur la bonne voie, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je rebondis sur ce que tu dis là aussi. Il y a Nicolas Batum qui est passé chez la First Team parce que voilà, ils ont fait un live switch ensemble et il parlait vite fait des Bulls très rapidement. Et enfin, il parlait de Vucevic et tout ça. Et Batum disait, mais tu sais, dans la ligue, tous les joueurs le savent, tous les GM le savent. Les Bulls, ils s'attendent l'année prochaine, ils visent l'année prochaine. Ils auront un vrai été, ils auront un vrai training camp avec le coach et tout ça parce que là, c'est le bordel, que la situation elle était difficile. Et c'est là qu'on verra et tout le monde sait que ça va marcher l'an prochain. Donc Euh, nous, on a, d'accord. on a un Enfin, avis de fan qui réagit au match comme ça, mais à l'intérieur, tout le monde le sait que ça va être l'an prochain. et puis, bah, faut quand même parler de l'effectif, quoi, parce que tu peux mettre qui tu veux quand tu arrives en début de saison, là en décembre, que tu vois l'effectif que t'as et tout, que ce soit Donovan ou un autre, tu sais bien que au meilleur des cas, et d'ailleurs on l'a dit dès le début dans les previews, etc. Au meilleur des cas, on finit 8e à l'Est avec cet effectif-là, quoi. On pouvait pas viser bien plus haut, quoi. On allait faire le play-in, quoi qu'il arrive. Donc, on va peut-être louper le play-in, donc ça, oui, c'est peut-être un petit peu, en termes de résultats bruts, c'est un petit peu dommageable. Mais je veux dire, mais quand tu vois le style de jeu qu'on met en place, avec toutes ces extra passes, avec ce mouvement, avec les cuts, oh, j'ai donné une stat hier dans une vidéo que j'ai faite. D'ailleurs, allez voir ça, hein, auto-promo, Ouais. allez Non, voir mais non, mes mais vidéos sur t'as raison YouTube. de le dire. Tu fais un Mais, gros taf, t'as raison de le mais, dire. euh, mais, euh, il y a quand même une stat qui est hallucinante, c'est que cette saison, juste cette année,
les Bulls ont réalisé 17 matchs avec au moins 30 passes décisives. Donc c'est quand même pas rien, 30 passes décisives dans un match, tu vois, au niveau collectif, etc. Et en plus là, avec des matchs sans Zach LaVine dernièrement. Donc 17 fois cette saison. Les 2 dernières saisons réunies, on a fait ça 6 fois. Tu vois le contraste? Ouais, avec une pace équivalente, hein. Surtout Oui, ça voilà. aussi. Ouais, voilà. Mm. Ouais, c'est Donc clair. voilà, évidemment, le fait d'avoir un joueur comme Vucevic qui est un super bon passeur, ça facilite ça. Mais déjà en début de saison, quand il n'était pas là, Ouais, même avant, hein. on avait Thad Young, il le parfaitement faisait très bien, fait hein. ça avec Thaddeus Young, avec voilà. Mm. Donc on a réussi à mettre des choses en place collectivement et même défensivement, c'est devenu de mieux en mieux sur les derniers matchs. Donc oui, oui, je pense qu'on est sur la bonne voie et il y a évidemment des trucs à redire comme pour tous les coachs au monde, hein, mais, euh, mais enfin, il y a quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs concernant Billy. Ouais, bon, d'accord, moi je suis serein. Ouais, Question du coup suivante, elle vient de Yoris, qui nous a posé plein de questions, donc merci beaucoup, hein, pour ta ouais, participation, c'est trop cool. exact. Il nous demande comment fonctionne le binôme Karnic-Eversley, et ensuite il nous dit, parce que la troisième question on la garde pour la fin, que donne la saison de Marko Simonovic? Donc vas-y, je te lance comme tu préfères, Simonovic d'abord ou la relation du front office. Euh, Bah en fait, c'est un petit peu compliqué pour moi de dire comment fonctionne Acme parce que Ouais, j'en parce sais on n'est pas pas dedans, grand-chose en mais fait. Et puis en plus, comme là cette saison, tu peux pas aller voir les matchs universitaires scoutés, tu sais pas lequel des deux se déplace, si il y en a un qui dit bon bah moi je vais là-bas, toi tu vas là-bas, comment il fonctionne sur ça. Tu vois, tu peux même pas voir ça, donc tu sais pas trop, c'est un petit peu compliqué à, v- à définir de l'extérieur de comment ils bossent ensemble en fait. en tout cas, on voit beaucoup plus Karnic-Chavas. Oui, oui, On voit oui. que même si c'est pas lui le GM, mais on le voit beaucoup plus. Il vient au match, il salue les gars, il fait les conférences de presse et tout. Mark Eversley est un peu plus dans l'ombre. Mais à chaque fois que Billy Donovan parle, il parle du duo. Il met Ouais. pas que Carnage en avant. Et pareil pour Stacey King, hein, parce il en parle beaucoup, et il parle du duo. À chaque fois, même dans son podcast à lui, hein, The Ouais, Hot ouais, ouais. Sauce, là, il dit toujours le duo Carnage Chavas, Mark Eversley, le duo, le duo, le duo. Donc on sait très bien que c'est très fusionnel comme relation. Pareil avec le coaching staff. Donovan, il fait des choix en relation avec ce duo-là. Donc c'est surtout presque, tu vois, trois potes qui bossent ensemble dans un truc très serein, quoi. Ouais, mais c'est ce que Karnichova s'est dit dès le début. Il a dit que voilà, peu importe qui allait être son GM, qui allait être son coach, ça allait être un travail voilà où tout le monde allait donner son avis, discuter, etc. Après, c'est lui qui prend les décisions au final, mais voilà, il prend bien l'avis de tout le monde. Il y a des réunions en permanence, des communications. C'est ce qu'il y avait jamais avant. Donc voilà, c'est clair que ça nous fait un changement assez intéressant. Mais voilà, j'aimerais voir quand il y aura du public dans les stades, que les gens pourront se déplacer, comment eux ils vont aller, tu vois, scouter à droite, à gauche, qui va où, qui va observer qui, quoi, comment. Donc c'est un peu, ce sera une belle indication aussi, je pense. Ouais, bah d'ailleurs, bah tiens, on peut enchaîner dessus. On reviendra sur Simonovic après dans ce cas-là, parce que tu lances sur le scouting et tu sais que c'est ma corde sensible, hein. Ouais, vas-y, fais-toi Euh, plaisir. il y a une question là-dessus aussi. Bah, pareil, c'est Yoris qui nous dit est-ce que tu as des échos sur les retours de la nouvelle équipe de scouts des Bulls et de leur travail? Comme tu dis, cette année c'est compliqué parce que les salles sont fermées. Ce que je peux dire, ce que je lis, ce que je vois, et de façon globale, c'est que une équipe de scouting, on a beaucoup amélioré, enfin, on a beaucoup agrandi le staff au général. Ça scoute une Et à centaine de l'international joueurs aussi, environ. surtout. À Voilà, on l'international a aussi, beaucoup de surtout. mecs à l'international. On suit nos gars et on va regarder en extérieur. Voilà, ça coûte une centaine de gars. De là, il va y avoir à peu près une liste de 10-15 noms qui va être gardée, peut-être à peu près un peu plus. Et quand va y avoir, parce que là la saison NCAA est terminée, il va y avoir des interviews, ça va être, je pense, comme l'an dernier, que des trucs en visio, conférence, en audio, va pas y avoir vraiment de combine et tout en physique. Et les équipes, elles ont un nombre de joueurs limitées qu'elles peuvent interviewer, et ce qui sortait l'an dernier, c'est que c'était ça qui avait fait la différence. Plus que les combines, les faits de les voir, c'était vraiment les entretiens, les interviews, le relationnel qui avait été mis en avant, les intangibles. Et Ouais. donc, bah voilà, c'est que on est sur des périodes compliquées sanitairement parlant, et le staff choisit surtout des joueurs
en fonction de leur caractère et de leur mentalité plutôt que sur leur basket, même s'ils cherchent toujours des basketteurs qui peuvent tout faire, hein. On sait que leur truc, Karnichova, Eversley, Donovan et tout, c'est un basketteur qui peut dribbler, passer, shooter, défendre. Faut jouer plusieurs Enfin, postes, surtout. défendre plusieurs postes, Ouais, c'est clair. c'est ça. Donc Ouais. de là, je pense Euh, qu'il va y avoir des noms qui vont ressortir un peu plus que d'autres, mais on y reviendra un peu plus tard et quand il y aura peut-être un peu plus de rumeurs. Et puis moi, voilà, j'ai ma liste aussi, donc j'en reparlerai avec plaisir, mais sur une autre émission plus tard dans l'année. ouais, ouais. Et juste un dernier petit truc là par rapport à la situation sanitaire, le monde dans les stades et tout. Euh, la maire de Chicago a donné une conférence la semaine dernière en disant que elle espérait qu'il y ait du public au United Center avant la fin de saison. Alors, il faudra qu'elle se Ouais, mène parce qu'il reste plus absolument beaucoup de pas. matchs à domicile, hein. Il reste Ouais. 6 matchs à domicile, donc il n'y a pas eu Mais d'annonce est-ce qu'elle depuis. parlait basket ou Ouais, ouais, elle a dit au parce qu'une United Center histoire, avant il y a la fin de le saison. Oui, parce qu'il y a ouais, aussi mais les Blackhawks en hockey sur glace qui il y a le jouent au hockey. United Ouais, Center, voilà. mais la saison va finir pareil dans les mêmes temps. Donc, D'accord. euh, ça va finir quasiment en même temps, à quelques jours près. Donc, il nous reste ouais 6 matchs à domicile, mais bon, ce sera pas celui de Milwaukee vendredi, donc peut-être au mois de mai sur les 2, 3 derniers matchs, à voir. Mais enfin, en tout cas, enfin, elle a donné une Ouais, sorte oui, de voilà, il y a mini lueur d'espoir, mais depuis, il n'y a pas eu une petite promesse, ouais. d'autres trucs. Donc voilà, on va suivre ça, mais peut-être sur les genre C'est deux, ça trois parce que derniers matchs, on aura un peu de monde au United Center, parce qu'on est une des dernières c'est salles bien NBA qui a pas eu encore de public. parce que c'est bien que tu le rappelles que c'est très dépendant de chaque État. Ouais, C'est les gouverneurs puis les maires qui le décident et on le voit en voilà, ouais, NBA, on le voit en NCAA. En NCAA, quand t'allais dans le Texas, t'avais du monde et quand t'allais vers chez nous, ben t'avais personne. Donc voilà, c'est très dépendant de ça. Et pour les scouts, c'est pareil, hein. Bon, ils ont des places dans les tribunes, ils arrivent à avoir des places eux, mais voilà, ils sont pas trop aux entraînements ils sont pas trop dans les vestiaires, ils sont pas aux entraînements d'avant-match et tout. Donc en fait, même s'ils ont des insides, ils se basent beaucoup sur ouais, le ouais, basket visuel d'abord, et après, derrière, ils ont une liste de mecs et interview, 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 interview derrière. Et c'est comme ça que ça se joue. c'est ça. Du coup, ben, on va revenir dessus. C'est toujours Yoris qui nous demandait pour Simonovic. Alors moi, j'avoue, j'ai pas suivi Ouais. la Ligue Adriatique, pas le temps de le faire, hein. Mais Uhum. toi, t'as un peu plus suivi que moi. Alors, j'ai pas regardé le match d'hier, hein, c'était la dernière journée de championnat et en plus son équipe a loupé les playoffs, donc pour lui la saison est terminée. Il a fini sur une bonne note quand même avec 15 points et 19 rebonds dont 6 offensifs, mais ouais, faudra que je regarde ce match-là. Solide, ouais. Après, au global, sur la saison, donc ils ont joué 26 journées de championnat. J'ai dû en regarder entièrement 7-8 au fil de la saison, pas forcément à la suite. Euh, L'impression que j'en ai, c'est que c'est tu vois, un peu le style, une sorte de mélange. Alors, c'est très tiré par les cheveux entre Poku et Markkanen en fait. Tu vois, le grand gringalet, tu vois, qui est capable de shooter et de mettre des tirs un petit peu de partout, mais qui par contre défensivement va se faire bouger de ouf parce qu'il a zéro physique quoi. Et tu vois, vitesse latérale pour sa taille, c'est correct, mais c'est pas fou non plus. Défensivement, même en un contre un, c'est pas le mec le plus, comment dire? C'est pas qu'il est pas concerné, mais parfois il est un peu maladroit, quoi. Pas forcément super coordonné. Donc ouais, défensivement, va falloir le cacher, quoi, si tu veux en profiter au maximum, quoi. Offensivement, il est capable de dégainer, il a un gros volume de shoot, il prend pratiquement 5 tirs à 3 points par match, là, dans la Ligue Adriatique. Il tourne à 35%, 34,7. Mais ouais, offensivement, il a une belle palette, même près du cercle, tu vois, tu le poses à l'intérieur en contre un, il est capable de jouer des post-up, etc. C'est pas un super passeur, par contre, tu lui files la balle. Mais en fait, voilà, c'est un peu Markkanen, quoi. Tu lui files la balle, tu la revois plus trop derrière, par contre. Donc, voilà. À voir ce que ça donnera après avec un peu plus de physique, etc. En NBA, parce que s'il arrive en NBA comme ça, avec le gabarit qu'il a actuellement, il va voler sur beaucoup de contacts, à mon avis. Mais en fait, je pense que son avenir, il va dépendre de la free agency, peut-être encore de la draft. En gros, est-ce que si on arrive à combler le départ de Lauri Markkanen, parce que pour tous les deux qui va partir, est-ce qu'il va avoir son rôle du coup en paire avec Tadeusz sur le banc pour 10 minutes? Est-ce qu'on va trouver un free agent? Est-ce que du coup il va revenir l'année prochaine ou pas? Est-ce qu'il peut être statché une deuxième année? Donc je pense que ça va vraiment dépendre Est-ce pour qu'il est lui de son avenir possible, à free est-ce qu'il agency. est possible de le signer en contrat two-way? Normalement, oui, Ouais, on il a peut, oui, va oui, pas on poser peut de parce soucis. qu'il a moins de trois À, l- quatre ans d'expérience.
À la limite, Après, il peut j'aimerais bien voir ça, tu vois, en le signant two-way et puis voir une saison avec les Windy City Bulls, ce qu'il est capable de faire comme ça. ouais, c'est possible. Surtout que dans son équipe actuellement avec Megalex, il y a un autre prospect, pour le coup gros prospect, c'est Ouais, Nikola Jovic, ouais, qui a un rôle un peu similaire à Nikola Jokic. C'est un ouais. grand, pareil, qui dribble, qui passe et qui tire. Nous, là, les équipes de Scouting Report, elles sont un peu plus focus sur ce mec-là. Donc oui, il risquerait, en plus en restant au Megalex, de devoir disparaître au profit de Nikola Jovic sur les années qui suivent. Donc Ouais, ouais. son avenir va se Après, poser en question. ça reste un joueur très jeune, en développement, etc. Donc, Oui, il y a bien pas, sûr. je vais pas émettre un avis définitif. Tu vois, il a même pas encore 22 ans. Donc voilà. Mais oui, voilà. Mais sur ce que j'ai vu, bon, il y a du bien, du moins bien. Mais je te dis, je pense que ouais, une saison en G-League, ça pourrait être assez intéressant à observer. Ouais, grave, je suis totalement d'accord. C'est vrai que ce serait une bonne opportunité pour lui et pour se renforcer physiquement et apprendre le jeu, tout ce serait pas mal. C'est clair. On pourrait lui Est-ce que tu espérer veux ça en que je tout cas. donne juste ses stats brutes sur la saison Vas-y, ou vas-y, avec il, plaisir. il a tourné, donc il a joué l'ensemble des 26 matchs. Enfin, en fait, non, ils en ont joué 24 parce il y a une équipe qui a été déclarée forfait en début de saison. Donc, quand il jouait contre cette équipe-là, il gagnait sur tapis vert 20-0. Donc, ça comptait pas dans les stats. Donc, il a joué Ok, 24 matchs sur les 26. Il a tourné à 15,8 points, 47,6% au shoot, 34,7% à 3 points, 78% au lancer franc. Il en obtient 4 par match quand même des lancers francs. c'est bien, Pour les Bulls, c'est bien. c'est jackpot, tu sais, c'est extraordinaire. Ouais, Euh, et donc voilà, en 30 minutes, il a affiché ces stats-là. Et au rebond, ouais, 9 rebonds par match, avec presque un peu plus de 2 rebonds offensifs par match. Mais ce qui est principalement par sa intéressant. grande taille, quoi. Parce que c'est quand même un mec de 2,10 m et il y en a pas dans toutes les équipes dans la Ligue adriatique. Ouais, ça c'est vrai, c'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il joue 30 minutes dans une ligue d'adultes. Tu Ouais. vois, ça souvent chez les basketteurs prospect, un plus prospect Ah qu'on oui, regarde oui. européens, vous regardez, il joue 18 minutes, 15 minutes maximum. Ousmane Garouba par exemple, si vous avez vu dans les prochaines mocks qui est un peu haut, il joue pas tant que ça normalement. Là, il a joué 35 minutes, et tout le monde s'est dit waouh, c'est énorme. Vraiment 30 minutes, c'est bien pour un joueur En plus dans européen des en matchs de prospect. 40 minutes, tu vois, c'est 4 cartons de 10 Voilà. minutes. Donc, ouais. Ouais, ouais, non, c'est des gros, c'est du gros volume, donc c'est cool. Ouais, C'est un mec qui joue contre des adultes, hein, n'oublions pas. ouais, c'est ça. Euh, On va passer du coup alors on va regrouper des questions parce qu'elles parlent à peu près de la même chose. C'est l'avenir des Bulls sur la free agency. Donc on va prendre la question de Bulls Rookie qui nous dit si on avait un budget illimité qu'on pouvait avoir n'importe quel jour, ce serait qui ta recrue de rêve. Et après il y a Yoris qui demande voilà, si on doit se projeter, quel roster vous envisagez la saison prochaine, joueurs à garder sur lesquels miser encore, plus bon renfort via free agency et trade. Bon, qui est-ce qu'on vise comme profil et comme nom? On peut peut-être donner quelques noms comme ça en hot take. Vas-y, je te laisse commencer. Bah écoute, je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut un meneur, et comme on l'a dit déjà plusieurs fois, non seulement dès décembre dernier, mais tout au long de la saison, un mec d'expérience à ce poste-là est capable de bien défendre. Donc forcément, et comme en plus, Défendre, voilà, c'est le mot, défendre. et comme en plus son nom revient pratiquement tous les 4 matins, bah, Lonzo Ball est dans la tête de tout le monde parce qu'il y a eu une espèce Ouais. de, je sais pas si ça a été une sorte de lavage de cerveau médiatique, mais à chaque intersaison, ah, Lonzo Ball va aller aux Bulls. Mais même quand il était aux Lakers, ça fait bientôt 3 4 ans maintenant que t'entends que Lonzo Ball va aller aux Bulls. Donc peut-être qu'un jour ils auront raison, on verra bien. Mais donc du coup c'est un nom En qui tout revient cas, forcément et Stacey King y croit. qui est calé dans les têtes et qui fait sens en plus, qui serait une bonne chose si ça arrive à se faire, hein. Franchement, je pense pas que ce soit qu'il y ait trop de discussions à ce niveau-là. Après, faut voir dans d'autres. Tiens, juste sur Lonzo Ball, est-ce que contractuellement parlant, Oui, parce que après c'est bah, c'est toujours ça, pareil. Il faut parler des salaires, etc. Comment ça peut se mettre en voilà, place. Mais lui, il est free agent, restricted free agent, ça veut dire que New Orleans peut s'aligner sur n'importe quelle offre de fait. Il faut rappeler qu'il joue dans une équipe où il y a pour l'instant Eric Bledsoe sous contrat, même s'il est persona non desiderata, je sais plus comment on dit, my non bad, grata. et Kira Lewis. Voilà, enfin, c'est ça. Et Kira Lewis, le meneur rookie qui vient de, excuse-moi, Alabama. Donc voilà, il est dans une équipe, voilà, sur un statut un peu flou. On sait pas trop s'ils veulent le laisser partir ou non. Et il pourrait,
il pourrait demander en termes de contrat. Toi, t'attends combien pour Lonzo Ball? Moi, je pense qu'il part pas en dessous de 20 millions. Oh, c'est possible, oui, oui, c'est probable. Quand tu vois certains prix pratiqués, oui, oui, je pense que 20 millions pour Lonzo Ball, c'est pas déconnant. D'accord, ouais. Qu'on n'a pas pour l'instant. Je le rappelle pour tout le monde, on n'a Ouais, pas ouais. 20 millions. Mm. Ouais, ouais, après, bah, il faudra essayer de les trouver, tu vois, peut-être en mettant des trades en place pour libérer du cap. Enfin, bref. C'est pas impossible, Lonzo Ball, Non, c'est pas impossible. mais faudra faire d'autres moves en amont pour libérer le pognon, quoi. Ok, d'accord. Mais à T'as voir. d'autres gars comme ça qui te viennent en tête sinon? Alors là, par contre, je vais te dire des noms, mais j'ai pas les salaires en tête, les contrats pour dire comment ça peut se Ouais, passer cet été. Là, j'ai pas tous les trucs devant les yeux. Mais ouais, on en a parlé un petit peu tous les deux avant le truc, mais avant le podcast. Mais Rubio, par exemple, ce serait tellement le fit, quoi. Tu vois, en termes de défense, expérience, création. Euh, Ce serait ce qu'il nous faut, quoi. C'est peut-être pas le meilleur meneur du monde, mais en termes du profil dont on a besoin, je pense qu'il coche quand même un paquet de cases. ça matche bien. Ricky Rubio, il lui reste un an de contrat, 17 millions, 18 millions. Il est au Timberwolves qui, pour l'instant, ont mis D'Angelo Russell sur le banc. Donc voilà, on sait pas trop à quel point il est intouchable. Il y a un moment, il voulait se barrer, puis maintenant, ça va un peu mieux. Mais voilà, Ricky Rubio est pas disponible à la free agency, mais il est pas non plus intouchable via un trade. Oui, surtout que les Wolves, bon, ça continue de pas vraiment décoller, donc ils veulent peut-être essayer d'investir de l'argent ailleurs, dans d'autres Et surtout dans qu'ils ont d'autres pas profils. d'argent, hein, c'est surtout ça, hein, c'est que avec D'Angelo Russell et Karl Anthony Towns, plus leur rookie qui coûte quand même à force, comme c'est des premiers choix, 10 millions, etc. Ouais, 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 Ils ouais. ont plus Malik Beasley et tout ça, pour avoir un pote qui est fan des Wolves, courage à lui, ils ont pas d'argent les Timberwolves, donc ils peuvent même pas vraiment se Et renforcer à puis, l'été. et puis il a Ils encore cherchent que un 30 poste ans, 4. Rubio. Il a encore que 30 ans, Rubio. Ouais, ouais, non, il est Ça encore tout fait jeune, hein. des années qu'on le voit, parce qu'il a commencé, il était super jeune, mais il a encore Ouais, que 30 ans, donc Mozart, il peut faire quelques années, hein. Tu peux le signer c'est clair, ouais. 3-4 ans facile, hein. C'est clair, faudrait l'acquérir via un transfert, faudrait voir ce que Minnesota voudrait en retour. On sait qu'ils ont pas trop d'ailiers forts, en même temps ils cherchent de la défense et tout ça, donc peut-être pas le Hmm, riz, faudrait voir. Mais c'est accessible et derrière pourquoi pas le prolonger. Ouais, hmm, grave. hmm. Bah écoute, moi je vais te donner peut-être à mon tour mes hot takes. Ah Alors ouais. j'en ai parlé un peu avant, j'étais un peu spoilé et puis j'en ai parlé sur Ouais, Twitter. ouais. Moi je suis assez chaud sur notre ami Eric Bledsoe. Alors Eric Bledsoe, effectivement en ce moment il a pas une grande réputation, il a pas une grosse cote et ça je trouve ça intéressant. Surtout il défend fort sur les postes arrière, c'est un bulldog. Et puis si c'est pas le plus grand créateur, il amène des putains de lancers francs, quoi. C'est un gars qui va au drive, qui va mettre de l'impact et qui, dans cette équipe-là, où on le sait, Zach LaVine devrait en avoir plus, mais il n'a pas le respect de l'arbitrage et personne d'autre ne l'a. On n'a pas de lancers francs. On est l'équipe qui tire le moins de lancers francs de toute la NBA. Et donc, dans un jour où notre adresse elle est en panne, où vraiment on tire, 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 et ben on perd le match. Et Eric Bledsoe, il peut amener ça. En plus de ça, il peut quand même passer le ballon. C'est un mec qui a un ratio assist turnover qui est toujours supérieur à 2, donc il a une réputation un peu foufou, mais c'est quand même un mec avec des mains fiables. Et moi, je trouve qu'en troisième, quatrième option, dans un rôle vraiment d'impact, de mec qui tient le ballon, de défenseur et tout, ça fait sens. Et ma deuxième cible, alors pour le contrat, pardon, il a 2 ans de contrat, un contrat à 18 millions, 19 millions. La deuxième année, elle est pas garantie, enfin elle est garantie à hauteur de 3 millions 9, donc on pourrait le couper au pire au bout d'un an si jamais on voudrait autre chose. Et puis, comme je te disais, il n'est pas à New Orleans, il n'est pas dans les projets, ils essaient un peu de s'en débarrasser. Donc moi je pense qu'avec un transfert en lâchant quasiment que dalle, style Laurie par exemple, on pourrait le récupérer facilement. Contrairement aux autres joueurs dont on a parlé ou dont Twitter Bah, parle et qui sont bah, assez c'est sûr que si tu inaccessibles me quand même. dis qu'on est capable de dégager Laurie et de récupérer Bledsoe à la place, oui, tout de suite, forcément, là, ça me parle. Ouais, parce que on sait que on avait essayé d'aller voir pour Lonzo Ball, on sait pas ce qu'on avait proposé, on sait pas si on avait proposé Laurie, mais en tout cas, ce qui se dirait, on l'aurait proposé, et que ça intéressait pas vraiment les Pélicans, Tu m'étonnes. euh, sans donner un tour de draft en plus, alors que peut-être que pour Eric Bledsoe, il pourrait se dire, bon bah oui, dans ce cas-là, on garde Ball et on fait jouer Kira Lewis et Bledsoe, de toute façon, on s'en fout et ça nous intéresse pas, et il bouge. Ma deuxième cible, alors c'est un pote fait d'Enix qui en parlait avec moi Tiens, sur d'ailleurs, WhatsApp tu parles de il y a pic de quelques. draft. Attends, excuse-moi, je te coupe, ça m'y fait penser.
Imagine, on Ouais. récupère le top 4 protégé à Orlando. Tu crois on Ah l'inclut dans le trade ben pour récupérer Ball? non. Non, enfin ça dépend en fait, ça dépend quel joueur. Si on récupère le pic le pic 1, bon bah il y a quelques Ningam, du coup bah ça répond vite à la Ouais, question. Si vous connaissez pas quelques Ningam, Envergure en a parlé, j'en ai ouais, fait des c'est chaud, profils et je ouais. vous en parlerai avec plaisir dans un podcast à ce moment-là. Il y a Jalen Suggs en meneur, Ouais. qui sera un meneur qui sera assez ready, tu vois, qui enfin qui a une grosse mentalité, qui est un excellent passeur, quarterback énorme et excellent passeur et tout Genre, si ça. on est pick Par contre 4. après bah, si on est pick 4, moi, Jalen Suggs, il est disponible. Donc, il faudra voir Hmm, le soir de la draft. Mais pour moi, Jalen Suggs, il part entre 4, entre 3, 4, 5. ouais. Et puis après, il y a le projet Scully Barnes, qui est mon chouchou, qui est une sorte de 1, 2, 3, 4, 5, style Ben Simmons-Yanis, qui est un défenseur élite, qui fait 2 m 6, 2 m 15 d'envergure, et qui peut jouer tous les postes. Donc voilà, il y a de la discussion à voir si on a un pick top 4. Voilà, faudra voir le soir de la draft. Ouais. Il y a quand même sur le poste de porteur de balle, parce que Kate Cunningham, c'est un porteur de balle plus qu'un meneur. Il y a quand même des gros noms, il y a des discussions. Après, Ouais, ouais. voilà, c'est pas non plus déconnant. D'accord. Là, tu m'as chauffé du coup, putain. Et la deuxième cible que j'ai, alors c'est un pote fan d'Enix qui m'a parlé il y a quelques mois, il me dit, et là j'y ai repensé avec les rumeurs, c'est Demar DeRozan. Alors, Demar DeRozan, c'est pas un meneur de jeu. Demar DeRozan, c'est un ailier. Sauf que il est fin de contrat. Les Spurs aiment bien Lauri Markkanen. Demar DeRozan ne signera pas aux Spurs. Et il apporte. Alors défensivement, il est OK. Ça va. C'est pas un énorme, mais il est OK. Il joue en poste 3. Il apporte des lancers francs. Beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de lancers francs. Il porte la balle. Et du coup, à côté de ça, on pourrait mettre en un entre guillemets, un mec style Garrett Temple, style Troy Brown Jr. pour la défense pure et dure. Et donc, on s'en fout, on aurait nos deux porteurs de balles principaux et un mec pour la défense. Et lui, il est vétéran, il cherche une équipe. Il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui ont l'air de se battre pour lui ces derniers temps. Il est pas parti à la trade deadline. On pourrait avoir un petit accord avec les Spurs comme ça, gagnant-gagnant, et récupérer un Demar DeRozan, quoi. Ouais, ouais, c'est pas déconnant, faire un peu comme tu vois, une sorte de Bulls du deuxième tribute avec Ron Harper en meneur, tu vois, qui est pas vraiment un meneur, mais tu vois, vu que Ouais. c'était Jordan et Pippen qui remontait la balle et lui il s'occupait des tâches défensives. Bon, évidemment, là, c'est pas tout à fait les mêmes C'est proportions, pas au même évidemment, niveau, mais mais dans l'idée, dans cette c'est ça, idée, quoi. ouais. C'est ça. Parce qu'en NBA, Et en fait, pourquoi pas? maintenant, il y a plein de mecs t'as plein d'équipes qui jouent sans vrai meneur de jeu et avec genre deux porteurs sur les postes de 3 maintenant. Ouais, ouais. Et voilà, donc, Si tu pars ouais, avec Troy Brown à la main, il peut switcher 2 3 en défense aussi, donc ouais, ouais. Donc, grave, grave, grave. Tu peux avoir plein d'options comme ça, et puis après, ouais. la balle, tu la mets dans les mains de Zach Lavine et Demar DeRozan, et puis tu bricoles, et du coup, Pat Williams, soit tu le décales en 4, soit tu le mets sur le banc parce que c'est encore un jeune rookie. Enfin bref, il y a plein d'options, et je pense que de Ouais, toute ouais. façon, vu le staff qu'on a, il y aura rien qui sera mis de côté. Voilà, c'est deux noms qu'on voit moins souvent, donc j'aime bien partager mes idées un peu fantasques avec vous, et puis ça laisse des pistes de réflexion, quoi. À voir si Donovan, c'est un système de jeu qui le tente, qui lui plaît, qu'il aimerait essayer, parce qu'il a quand même toujours eu des meneurs très très impliqués, quoi. Ouais, après, tu vois, quand je vois ce qu'il a fait avec chez Gilgeous Alexander, qui était un second arrière, Oui, c'est vrai aussi, ouais. quand il jouait à Florida, il avait pas de meneur vraiment dominant non plus, il avait plus des choses comme ça, donc moi je suis pas trop surpris, hein. Franchement, quand dans la NBA actuelle, en plus Oui, Donovan c'est un des rares mecs qui dit vas-y mes distances c'est super, donc je trouve que Demar DeRozan il serait bien content d'avoir le droit de prendre 35 000 distances par match, totalement. et puis voilà, C'est aussi pour ça que Zach LaVine fait la saison qu'il fait, hein, c'est en clair, partie. c'est clair. C'est clair. Et donc, voilà, et puis surtout, comme je te dis, il apporte 8-9 lancers francs, et dans un match un peu serré, bah, tu files la balle à Demar DeRozan et tu lui dis, ramène-moi 2 fautes, c'est tout ce que je te demande. Mm, Et, mm. et donc voilà, j'aime bien cette idée, ça me fait kiffer, c'est très touquet, c'est très bien, c'est très rigolo. Et la dernière question, du coup, alors pour finir, j'en note un peu rigolote, enfin un peu sympa, c'est du coup, je vais retrouver ton pseudo, je suis désolé, t'es tout en haut ici, non, je te trouve là, toc, excuse-moi, hein.
C'est Simao, pardon, qui nous pose la question comment vous êtes devenu fan des Bulls et quel est votre joueur préféré all-time et pourquoi? Je pense que je vais commencer parce que c'est plus Alors, rapide. attends, avant que Tu veux commencer? Non, 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 juste avant que tu dis ça, je viens, mais à l'instant, de tomber sur une stat. Regarde, écoute bien ça. Patrick Williams Vas-y. a le meilleur defensive rating par un rookie cette saison avec 112,1. Ouais, Non? bah après, il était. Hop. Nous on sait qu'il est fort bien, mais il était très très attendu défensivement. Pour moi, Oui, il est moins bon défensivement qu'Isaac Okoro, euh, c'est mais pas le même Isaac style. Okoro joue dans. C'est pas le même style. Isaac Okoro, c'est plus un Bulldogs et il joue dans Ouais, une équipe pour le coup où tu dois combler Darius Garland, Colin Sexton, Kevin Love et tout qui défendent Peanuts aussi. Donc c'est sûr. voilà. Mais oui, oui, on sait qu'on a un vrai gars et c'est pour ça que même si il fait pas encore 3000 pick and roll et 45 dribbles dans le dos, on est quand même bien content de l'avoir. Et voilà, c'est comme on a parlé de Pat Williams tout à l'heure, qui nous demandait ce qu'on en pensait. Là, c'est une stat qui appuie le fait que voilà, c'est quand même, c'est bien de le garder un C'est peu, un voir ce que crack. ça donne, quoi. Ouais, ouais. C'est un crack défensif, c'est clair. C'est un bon Ouais. gars, c'est un vrai bon gars. Alors, pour les Bulls, moi j'ai découvert les Bulls, on est à peu près en 2007, hein, c'est pas exact, c'est pas voilà, et il y a des sortes de streams qui commencent à apparaître sur Internet, et je tombe sur un truc obscur, un match de basket, je me dis pourquoi pas. Sur ma PSP, j'ai un jeu craqué en espagnol NBA Live 07, et je regarde vite fait et je tombe sur un match des Bulls, je sais plus contre qui ils jouent, et donc c'est la fameuse époque avec Kirk Henrik, Ben Gordon, Liol Deng, Andreas Nocioni et Ben Wallace. Wouh! Et Ben Wallace met un contre énorme, Ben Gordon récupère la balle, il va en coast to coast, il met un dunk et ça défend fort et tout. Je me dis waouh, c'est trop cool. Je prends ma PSP, je joue à NBA Live en espagnol avec les Chicago Bulls, je mets 200 points par match et je suis tombé amoureux de cette équipe et je l'ai plus jamais lâché. Même si on est tombé sur une période où on gagnait pas beaucoup de matchs. Et Ouais. après, mon joueur préféré all time, alors c'est pas surprenant pour un fan des Bulls. Enfin, c'est pas, moi, j'ai pas connu Je Jordan, crois qu'on a le etc. même. avant. Je crois qu'on a le même. Hmm, je suis pas sûr. Moi, c'est Derrick Rose, mon gars, parce que je suis un kéké. Mm. Et Derrick Rose parce que c'est le premier joueur que je voyais qui m'a fait penser, tu vois, que c'était plus que du sport, c'était un artiste. Franchement, je le trouvais vraiment beau à avoir joué, impressionnant. Il m'a fait me lever, il m'a fait gueuler, il m'a fait chialer. Donc voilà, c'est mon gars préféré all time. Je suis très attaché à ce joueur-là et voilà, partout où il va, maintenant je le suis. Alors j'ai pas acheté son maillot, j'espère. À l'époque j'avais pas de thunes quand il jouait aux Bulls, j'étais trop jeune. Maintenant, j'ai un taf. J'espère qu'un jour il reviendra et que je pourrai acheter mon premier maillot en tant que joueur des Bulls. Et puis à ce moment-là, j'achèterai tous les autres maillots qui existent de lui. Tu m'étonnes. Euh, et ben curieusement, tu vois, enfin, je pense que tout le monde s'attend à ce que je réponde Jordan comme joueur préféré all time. Et en fait, c'est bizarre parce que je me suis posé la question il y a pas si longtemps que ça, il y a genre quelques semaines. Et c'est toujours un petit peu en bataille avec Derrick Rose. C'est un coup l'un, un coup l'autre. Et en fait, je pense qu'en termes de personnalité hors basket, juste de son comportement en général, je suis plus proche d'un Derrick Rose que d'un MJ. En même temps, personne n'est vraiment très proche d'un MJ, hein, tu vois. Parce que voilà, tu vois, c'est un mec tellement différent des autres, Derrick Rose. C'est le mec qui a été MVP, a été, tu vois, au sommet de la ligue, mais ça a jamais été une grosse tête. Il a jamais fait de déclaration fracassante, genre, enfin, tu vois, a toujours ramené tout sur lui. Hein, tu vois, le mec, il était toujours limite. Tu lui disais, t'es le meilleur joueur de la ligue, il baissait la tête en disant, ouais, mais bon, c'est le travail de l'équipe. Tu vois, euh, enfin, c'est un mec qui a toujours fait passer ça avant sa tronche, quoi, et qui a toujours et sur plein d'autres plans, quoi. Quand tu lis son bouquin, quand tu vois ses interviews, quand tu le vois de manière générale, comment il est, comment il se comporte, encore plus là au fil des années avec la maturité qu'il a acquise, euh, je me rapproche beaucoup plus de ça que d'un MJ qui était juste au-dessus du lot, qui était un extraterrestre, tu peux pas le toucher, quoi. Qui est inaccessible, quoi. Donc ah oui, mais totalement. Donc c'est très différent. Donc c'est vrai que des fois je me dis ouais, Jordan quand même, tu vois. Mais il y a d'autres fois où je me dis Derrick, tu vois. Donc c'est un petit peu en bataille, mais ouais, ouais, Derrick Rose quand même c'est quelque chose, quoi. Ah ouais, too big, too fast, too strong, too good, quoi. C'est Ouais.
Mais voilà, C'est ce mec, ouais, ouais. au-delà de juste le style de jeu, de ce qu'il a apporté aux Bulls, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment au global, quoi, en comptant aussi l'extérieur, quoi. L'homme. Parce qu'évidemment, L'homme oui, il au-delà, y a ouais. quand même d'un côté, il y a 6 titres, si MVP des finales, etc. Enfin bref, on va pas refaire tout le palmarès de MJ parce que le truc, il va durer 4 heures, mais Ça s'appelle une voilà. série, en fait. Voilà, ouais, ça s'appelle The Last Dance, oui, exactement. C'est ça. Il y a, il y a, il y a trop d'anecdotes de trash talking, etc., d'histoires qui sont mais fabuleuses et monumentales. Donc voilà, je pourrais faire un top 10 de mes histoires favorites de Jordan en termes de trash talk, ce serait un truc de fou furieux. Donc bref, euh, ouais, Derrick. Et bah, tu vois, Pour le finalement, on côté se rejoint. plus Finalement, on humain, se plus rejoint. accessible, quoi, Ouais, c'est ça. C'est un mec de Chicago en plus. et ouais. Ouais, Il gâche tu vois, rien. genre tous les ans, j'espère secrètement qu'il revienne, qu'il revienne au Barca. Et là, il se régale aux côtés de New York et je suis tellement content pour lui. Et quand je Ah l'ai fait ouais, mais capter sa texte en saison est québécois, je suis géniale. tellement content pour lui. Et ouais, quand il a mis 50 points avec les Timberwolves, je chialais quoi. Genre, Ouais, moi aussi. c'était un des rares matchs que j'avais regardé en live, alors que tu vois, je regarde quasiment jamais. Et là, je m'étais dit, vas-y, je le Euh, regarde celui-là et pff, il met 50 le- points. les 4 dernières fois où j'ai pleuré en regardant du sport, il y en a 3, ça inclut Derrick Rose. Donc, Ah ouais. Ouais. ses 2 premières blessures au genou et son match à 50 points. Donc, voilà. Ah, c'est vrai, c'est Et clair. l'autre fois, c'était pas du basket, c'était du foot. Ouais, moi, je chiale souvent, mais Derrick Rose, il peut me faire chialer facilement. Ouais. Ouais. Franchement. Puis Puis bah, voilà, comme je te dis, je vais espérer. justement, le fait qu'il soit tellement différent, avec ça aussi, tu sais, il a pas, il se cache pas, quoi, tu vois, s'il a envie de pleurer, il pleure et il s'en fout qu'il y ait 50 Ouais, caméras devant sa tronche, que ça passe dans toutes les télés, tu vois, il dit, bah, moi, je suis comme ça, point barre, quoi, je vais pas me donner une fausse image, etc. Tu vois, lui, il s'en fout totalement de ce que les gens pensent de lui. Et en ça, je suis très, 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 très proche de lui. ouais, c'est un vrai gars. C'est un Ouais. vrai gars. Et d'ailleurs, j'aime bien, genre, quand il va voir. Alors, il y a son neveu qui joue dans une petite division en NCAA, enfin, une petite division, il est en division 1, mais dans une petite équipe, une petite conférence à Cleveland State. Et quand il vient le voir en tant que tonton au match et tout, et qu'il kiffe en tant que spectateur de basket, c'est un régal aussi. Ouais. Donc voilà, c'est un ouais, vrai gars d'Eric Rose. Et moi, pour le détrôner, va falloir y aller. Hein. Je vous Ah parle oui. d'Isaac Okoro, de Miles Bridges et tout ça, mais c'est pas au même niveau que D-Rose voilà, Non, non, c'est qui clair. est tout en haut de mon truc. Quoi. Non, tout Enfin à voilà, fait. bah c'était une émission, on l'a fini vraiment sur une note positive, c'était cool. Et on s'est bien régalé, on s'était dit ouais on fait un petit format et tout, on s'est vu il y a pas longtemps et puis on a 1h20 et c'est pas grave, c'était que du plaisir. Bah, d'ailleurs, on va prolonger parce que j'ai toujours pas expliqué comment je tombais fan des Bulls, moi. Mais oui, mais pardon, je te coupe, je suis désolé, tu vois, je suis un dictateur. Ça c'est Non, on parce est que je parti monte sur derrière, hein, D-Rose, alors monsieur Damas. forcément, tu sais, on perd toute notion C'est- de Oui, puis je te dis, normalité. d'ailleurs, je fais le montage, tu vois, donc je suis en train de compter mes heures de travail. Non, non, mais vas-y, avec plaisir, je t'en prie, je t'en prie. Alors toi, ça fait 15 ans, moi, ça fait 25. Donc, en Ah, mais fait, toi, t'es une vieille personne. bah oui, c'est ça aussi. Moi, j'étais au collège. C'était la rentrée des classes 96. Et donc, tu sais, septembre, bah, t'as bientôt la saison qui va démarrer. Tu sais, il y a les reprises des entraînements, etc. Et donc, moi, j'avais un pote, 2 potes, en fait, qui étaient tout le temps en train de parler de basket, tout le temps en disant, ah, cette équipe, cette année, ça va être énorme et tout. Donc, il y en a un qui était fan des Bulls et notamment de Scottie Pippen. Et l'autre qui était fan des Charlotte Hornets. Il venait tout le temps avec sa veste Charlotte Hornets, tu sais, avec l'époque, avec le logo et tout, qui était super C'était tendance et trop tout. Ah, cool. ouais, c'était trop Bah cool. ouais, Grave, mais il grave. était trop cool cette Et, veste. et donc, bah, comme je traînais un peu tout le temps avec eux, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai jeté les magazines. Et puis, bah, forcément, j'ai saoulé mes parents pour avoir Canal Plus aussi à l'époque. Et à l'époque, il y avait deux Ouais, ouais, matchs. Il y avait 2 matchs par semaine sur Canal. T'avais un match en live avec une rediffusion le lendemain après-midi. Et un autre, ouais. c'était un résumé d'à peu près 1 heure, tu sais. Je crois que c'était le mercredi après-midi ou le Ok. mercredi matin, je sais plus. Donc bref, il y avait juste ça, quoi. C'était tout l'accès que t'avais NBA à l'époque, c'est 96, début d'Internet, t'avais pas encore trop enfin, c'est pas tout le monde qui Ouais, avait un c'est ordi à la maison, Minitel, hein. etc. Et, donc c'était les magazines et la NBA sur Canal. Donc et comme ben, à l'époque 96, les Bulls passaient souvent à la télé, ben voilà, j'ai beaucoup plus vu les Bulls que d'autres équipes à ce moment-là. Donc bah voilà, Jordan et compagnie.
Et en fait, moi, je fonctionne comme ça, c'est que pour suivre une ligue ou un sport ou quoi, il me faut une équipe préférée, parce que sinon, au bout d'un moment, je décroche. Donc, je dis bon, faut quand même que je me trouve cette équipe-là. Et puis, euh, bah, donc, on voyait beaucoup les Bulls. Et finale NBA 97, un des tout premiers matchs où j'ai regardé en live, donc c'était 2 ou 3 heures du matin. Et puis bon, c'était la Mhm. fin de l'année scolaire, donc hein. Et quand j'ai vu Et puis il y a Jordan des mettre, priorités, hein. ouais, exactement. Et quand j'ai vu Jordan mettre ce panier au buzzer du match 1 contre Utah en 97, j'ai fait OK, c'est bon, ça y est, j'ai décidé, T'as c'est ton gars. vendu, Mm. voilà, adjugé, vendu, ce sera les Bulls et ça a pas bougé d'un iota derrière quoi. Peu importe qu'ils étaient nuls à chier, qu'ils étaient, tu vois, j'ai suivi les saisons après le départ de Jordan, mais du mieux que je Les pouvais baby avec bulls. Internet. J'achetais les magazines où il y avait les box scores et j'espérais juste voir Elton Brand claquer des doubles-doubles et tout, tu vois, j'en étais là, quoi. J'avais des cassettes Ah, tu Pontel, m'étonnes. ça doit parler aux anciens, les cassettes Pontel que tu commandais aux US et t'avais 2 matchs de la semaine de l'équipe dedans, tu sais. Donc d'ailleurs le site existe encore, ils font des DVD et tout, mais c'est un truc de fou. Et mais à l'époque, voilà, dès que je pouvais trouver le moindre truc sur les Bulls, tu vois, même un article, une demi-page dans un magazine, j'achetais le magazine pour lire les types pour dire ouais, Marcus Pfizer est peut-être pas aussi bon qu'on le pensait, tu vois, mais juste parce que voilà, tu vois. Et Ouais, mais voilà, des trucs de fou comme ça, quoi. Et ça a continué tout le long, tout le long, tout le long après ça, quoi. Et c'est à partir de la draft de Derrick Rose que j'ai commencé à écrire des articles. En fait, j'avais un Skyblog à l'époque que j'ai gardé pendant ouais, 3 ans peut-être. Et ensuite une page Facebook, ensuite un site, ensuite Twitter, etc. Et maintenant voilà le site avec mais ouais, ça fait plus de 10 ans que j'écris enfin, presque quotidiennement sur les Bulls, ouais, quoi. quasi quotidiennement, ouais. Ouais, ouais. Mm. Bah, après tous les matchs, etc. Chercher des photos, illustrer des articles et tout. Ouais, ça fait depuis la draft de Derrick Rose en fait. Donc ça Ouais, remonte, qui t'a ça fait remonte basculer, vraiment. ouais. Ouais, ouais, ouais. Une belle Mais épopée, ouais. même, ouais, voilà, même quand j'étais au fond du trou, bon, je suivais la NBA de manière globale. Tu sais, j'ai kiffé les Sixers d'Allen Iverson, par exemple, ou les Raptors de Vince Carter. Mais je veux dire, j'avais toujours les Bulls en priorité, quoi. Il y avait pas photo. Ah, moi, je te dis, mon modèle, c'était Ben Wallace et Ben Gordon des Bulls, tu vois. Les Bon, deux voilà, Ben. ouais, on n'était pas au moment le plus glorieux de notre histoire, tu vois, Bah, surtout cette mais bon, donc, saison-là, ouais, où on vire Scott Skiles juste avant Noël, qu'on le remplace par Jim Bolan, et qu'on tank pour justement récupérer Derrick Rose derrière. c'est ça. C'était l'amorce de. Puis Ouais. moi, après, je suis parti dans mes études, notamment médecine et tout, sur enfin, 2 ans et tout, donc j'ai dû un peu décrocher, je reviens et Mhm. tout, donc voilà. Et puis bon, bah, écoute, on est toujours là, et puis on sera toujours là, et Ah oui, bah voilà, de de toute toute façon, façon, ça fait 25 ans, donc ça va pas bouger maintenant, ouais, moi, c'est pareil, c'est acté, c'est tatoué sur ma peau, en gros, tu vois, donc je peux plus faire genre, non, non, j'aime bien juste les taureaux, et puis les ballons de basket, et puis ça fait à peu près 1000 là, comme ça, tu vois, donc hein. c'est bon, c'est fait, c'est fait. Euh... ok, bah non, bah comme pas. Du coup, là, on peut le dire, je pense qu'on a conclu sur une note positive. Ah bah oui, oui, là je pense que ouais, ouais là on s'est mis Et bien puis, sur la fin. nous, on se retrouvera pour une prochaine Espérons émission que les sur Bulls en fassent de même, tu vois, finir la saison sur une note positive. bien joué, C'est tout ce très qu'on peut belle leur transi. souhaiter. Ouais, grave. Bah oui, puis nous, de toute façon, on regardera quand même les matchs et Oui. on se retrouve à la fin de saison régulière. Donc ça va finir le 16 mai, donc on se retrouvera dans ces alentours-là possiblement pour Mhm. faire un bilan. Peut-être qu'on pourra parler play-in, peut-être qu'on pourra parler play-off, on verra. Et puis sinon, bah, on se retrouvera pour parler draft, pour parler free agency, pour parler Summer Il League, y aura toujours etc. quelque Et on le chose fera à toujours. aborder quoi qu'il arrive. Mais, Donc et on le fera pendant 2 heures avec plaisir ouais, et on se lassera pas, on quoi. reprendra des Donc je vais, questions et tout, il y a pas de souci. ouais, ça c'est vraiment cool et Ouais, on continuera de le faire tant que vous êtes là. Nous on le fera et c'est trop bien. Il n'y a pas de mauvaises questions, même s'il y en a 10 pareils, et ben c'est carrément. trop cool. Bah du coup merci de nous avoir écoutés jusque là. Merci de votre participation en amont. Merci de votre participation en arrière. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à en parler autour de vous et à Oui, d'ailleurs, réagir. vous aussi, quand la vidéo sera sur YouTube, hein, si vous voulez commenter et dire comment vous êtes devenu fan des Bulls et tout, ouais, c'est super intéressant ça aussi. Donc allez-y, hein.
Ouais, et puis faut pas hésiter même, tu vois, de dire ouais, bah comme tout le monde j'ai suivi, ben ouais, mais on s'en fout, bande wagonner, c'est qu'il y a une bonne raison de le faire au départ et il n'y a pas de mauvaise raison de s'attacher à une équipe, quoi. Tu vois, En donc fait, voilà, il surtout n'y a quand ça pas de c'est le mauvaise début. raison pour débuter. C'est juste, une fois que tu as Ouais. décidé que c'est ton équipe, t'en pars pas, quoi. Coucou les fans de LeBron James, comme ça. Mais non, non, je taquine, je taquine. Mais voilà, donc n'hésitez pas, merci encore à tous, et puis merci à toi, Chi, Pas de d'avoir souci. fait cette émission une nouvelle fois, c'était vraiment trop bien. Et puis Ouais, c'était cool. on se dit à tout bientôt. Ouais, pas de souci. Ciao à tout le monde. Allez, go Bulls, Et go ciao. Bulls, comme toujours.